Bonsoir à tous. Je suis chargé de vous faire patienter quelques minutes. Je n'ai pas de numéro comique à vous proposer, simplement à vous accueillir, comme à l'accoutumée. Merci d'être là. Quelques informations. Comme vous le savez, cette année, l'Université populaire n'est pas construite sur des cycles thématiques comme les années passées. En dehors de 2 cycles qu'on vous a proposés, c'est-à-dire les 10 ans de l'Université populaire, et il y a déjà eu des conférences sur ce thème, et puis bientôt les 500 ans du Havre. Aujourd'hui, comme la semaine prochaine, nous sommes dans des conférences qu'on peut appeler libres, qui ne relèvent ni de l'un ni de l'autre, mais qui continuent de balayer un certain nombre de thématiques qui nous posent questions, nous posent problème dans la société qui est la nôtre. Tout à l'heure, Pierre-Yves Cachard présentera la conférencière et sa conférence. Juste une information, nous avons une autre conférence la semaine prochaine dans le même amphi. Quelqu'un m'a informé tout à l'heure que cette conférence aurait été par erreur indiquée dans l'amphi 15 des AI. Il n'y a pas d'amphi 15, c'est bien l'amphi 5. Donc si vous avez lu dans la presse ou sur des sites de nos partenaires amphi 15, c'est bien ici dans l'amphi 5. Et la conférence de la semaine prochaine portera sur la mondialisation au travers d'un problème qui est un petit peu évacué aujourd'hui par l'actualité, mais qui est le fameux futur ou ex-futur traité TAFTA entre le monde atlantique, conférence qui sera donnée par 2 conférenciers, 2 économistes, mais le propos sera, vous vous en doutez bien, un propos qui va dépasser très largement la question technique. C'est plutôt nous renvoyer à la position qui est celle des citoyens que nous sommes dans un monde où l'économie, la finance fonctionnent avec une opacité dont l'actualité nous révèle tous les jours les mystères. Alors, ça c'est la conférence de la semaine prochaine. Et puis nous nous retrouverons après en janvier et nous commencerons, si ma mémoire est bonne, par une conférence sur le cycle Le Havre, 500e anniversaire, d'une historienne qui nous parlera des ports dans l'histoire de France, en particulier au XVIIe, XVIIIe siècle. Catherine Lemao, si ma mémoire ne me trompe pas. Je n'ai pas vérifié, mais vous avez tous la brochure. Voilà. Ça sera la première conférence, le 9 janvier, du cycle Le Havre, 500e anniversaire. Alors, je ne veux pas meubler pour meubler. Je pense que les problèmes techniques sont résolus. Je ne sais pas si on m'entend là-haut. Qu'est-ce que tu en penses? Non, là-haut dans l'amphi, oui, mais là-haut à la régie. C'est bon? Ah, vous n'êtes pas connecté à Internet. Je ne crois pas, non? 1 minute. D'accord. Alors, 1 minute. Ah oui, je me permets aussi de vous rappeler, c'est dur de meubler quand vous n'êtes pas venu pour m'écouter, mais non, je vous rappelle quand même que les conférences sont mises en ligne, à la fois sur le site du Volcan, mais aussi depuis cette année, je pense que vous le savez, sur Canal U. Oui, mais bien, oui. Nous aussi, on renvoie à Canal U. Y en a-t-il qui l'ont expérimenté sur Canal U? Si, il paraît. Moi, on m'a annoncé. On m'a annoncé que les 3 premières étaient en ligne. Tout à l'heure, un technicien m'a annoncé ça. Alors, on regrette que les conférences plus anciennes, d'il y a 9 ans, 10 ans, 8 ans, aient disparu. Elles sont quelque part, mais où, j'en sais rien. Tu les as... Tu as remis les cassettes, oui. Bien, voilà. Mais enfin, en tout cas, vous pouvez... Alors, nous sommes toujours en pourparlers pour que ça soit aussi sur France Culture, mais ça n'a pas encore abouti. C'est beaucoup plus compliqué que Canal Université. Voilà. Donc, vous pouvez réécouter ou diffuser l'information pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui voudraient écouter ces conférences. Alors maintenant, je passe la parole à ce pourquoi vous êtes venus aujourd'hui. Donc, Pierre-Yves Cachard va vous présenter la conférencière et la thématique. Merci Benjamin. Bonsoir. Gaëla a été victime de ce qu'on appelle une correspondance SNCF défectueuse, puisqu'elle nous vient tout droit du sud de la France. Donc Gaëla, elle est doctorante, elle achève une thèse en sociologie
au sein du laboratoire CNRS UMRID. Et elle s'intéresse à l'habitat temporaire. Après des études d'ethnologie à l'Université de Bordeaux, elle a obtenu un master de droit public à l'Université de Montpellier, donc sociologie, ethnologie, droit public. Vous voyez qu'on est en face d'un profil sérieusement pluridisciplinaire. Et l'ensemble de ces compétences sont en fait mobilisées pour cet objet d'étude. Donc c'est une intervention qui va aborder toutes les facettes de l'habitat mobile, objet à la fois juridique, culturel, socio-économique et même architectural. Mais si moi je tenais vraiment à vous faire découvrir Gaëla et son travail, c'est que elle a une démarche particulièrement intéressante qui est, parallèlement à sa thèse, de développer une réflexion très singulière sur les nouvelles modalités de diffusion de la recherche universitaire vers le grand public. Donc on est en plein dans l'esprit même qui anime l'université populaire. Et ça passe par la réalisation d'un web documentaire que vous allez découvrir, vous allez être les premiers à le découvrir ce soir. Un web documentaire qui s'intitule Désert et qui s'attache depuis 2011, je crois, à suivre une douzaine de personnes qui sont engagées dans l'habitat mobile. Donc vous allez avoir la chance de découvrir ce soir un objet de recherche en train de se construire et de se médiatiser. Et je remercie vraiment Gaëla d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite une belle soirée. Ça va être une forme de conférence atypique, comme l'est le format du web documentaire Désert. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation qui me permet effectivement de partager une grande partie de mes terrains d'enquête. Donc effectivement, vous allez voir un projet qui est en cours. Donc on est dans le cadre d'un work in progress. Ce n'est pas abouti, ce n'est pas encore en ligne. Et je ne pense pas que ça le sera tout de suite, puisque voilà, on a beaucoup travaillé donc avec Thierry Brinksma qui m'accompagne, qui est concepteur multimédia, e-learning et intelligence collective. Donc voilà, justement pour travailler avec moi sur comment avec des outils modernes que sont et par le biais d'Internet, comment on crée une navigation qui va permettre à un grand public de découvrir tout simplement une réalité qui est souvent occultée parce que voilà, c'est souvent les médias, etc., qui en parlent, mais d'une certaine manière. Et là, moi, j'ai vraiment choisi de m'intéresser à des personnes, des situations vraiment singulières et de les suivre. Donc, en fait, c'est vrai que ça a démarré en 2011. Alors, en 2011, je n'étais pas encore inscrite en doctorat de sociologie. Par contre, j'avais effectivement tout mon bagage jusqu'à donc en ethnologie et en droit public. Et du coup, mais j'étais en fait surtout depuis à peu près une dizaine d'années, j'étais médiatrice départementale auprès des gens du voyage. Et dans le cadre de cette activité, et aussi combinée avec effectivement une activité de recherche, rédaction d'articles, etc., et également une activité militante, est venue une réflexion sur la nécessité en fait de communiquer sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'habitat mobile, et surtout pas seulement focaliser sur un type de population, parce que c'est souvent justement ce que font les médias, mais d'élargir un petit peu le spectre pour regarder comment ça se passe en réalité, qui vit aujourd'hui en habitat mobile. Donc vraiment, on a choisi cet angle de la mobilité. Donc vous allez voir en fait des caravanes, des camions aménagés, essentiellement, mais il pourrait y avoir également des camping-cars. Alors je n'ai pas pu faire le tour parce que le monde de l'habitat mobile est très vaste, mais je vous propose à travers les quelques situations que j'ai suivies, donc sur 5 voire 6 ans, parce que je suis un peu encore en cours de tournage, effectivement c'est une recherche en cours, et c'est un peu difficile pour moi en tout cas de m'arrêter. Voilà, c'est un peu parce que les situations évoluent. Effectivement, il y a une complexité juridique à l'habitat mobile, effectivement, à vivre aujourd'hui en habitat mobile. Alors on va pas rentrer là ce soir directement dans la complexité juridique, mais simplement, moi je vous invite plutôt en fait à un voyage, parce que c'est ça en fait qui prélude à ce choix de mode de vie. Et voilà, donc c'est vraiment tel que je l'avais pensé, et c'est aussi encore une fois grâce à Thierry Brinksma qu'on a pu construire ensemble un chemin. Vous ne verrez pas tout,
Hein, on peut pas, on n'a pas le temps, tout simplement. On a fait un test là, pendant le voyage, parce que donc beaucoup de situations se passent en fait à Montpellier, autour de Montpellier, hein, dans la région Languedoc-Roussillon, et il y a aussi une situation qui nous amène du côté de la Savoie, hein, dans une station de ski. Voilà. Mais sinon, vous allez plutôt être dans un paysage de garrigue. Hein, voilà. À l'époque, je n'étais pas inscrite à l'université du Havre, voilà. Et voilà. Je pense qu'en guise d'introduction, ça me semble suffisant. Et donc, je vais monter en cabine, là-haut, pour faire la navigation. Et je vous invite à me suivre, en fait, pour cette première. Voilà. Vous n'allez pas être complètement autonome, mais je vous invite à me suivre et à essayer de comprendre, et on en parlera après, comment ça marche. Parce qu'on a vraiment essayé... l'idée, c'est que ce soit le plus intuitif possible. Hein, voilà. Donc, à tout à l'heure. Oui, il faut baisser la lumière, oui. Donc, je garde le micro, du coup. Ouais. Donc, est-ce que vous entendez l'ambiance sonore ? Non. Ça va mieux ? Il est bas, là. Alors, donc, vous voyez, donc je suis avec ma flèche. Il y a tellement longtemps qu'on est ici, il y a eu pas mal de mer avant qu'on a vu. Hein. Il y a tellement longtemps qu'on est ici, il y a eu pas mal de mer avant qu'on a vu. Non, c'est bon. Donc en fait là vous découvrez déjà deux univers. Donc j'ai choisi de partir sur la gauche avec quelqu'un qui s'appelle Joseph Cabrol et qui a un petit surnom, c'est Jeannot, on le surnomme Jeannot. Il y a tellement longtemps qu'on est ici, il y a eu pas mal de mer avant qu'on a vu. Hein. C'est ça. Il y en a qui font le tour, ils croient que c'est un terrain de camping des fois, et puis ils repartent. Quand ils voient les caravanes, puis ils tournent, ils repartent. On leur dit rien, nous. Rien. Le maire nous a mis ici. Parce qu'avant, j'habitais au jardin des plantes, au bord des platanes, au bord de la route. Et comme ils ont creusé au bord de la route, que ça avait porté sur la route, les caravanes étaient là. Alors, ils m'ont dit qu'il fallait que je monte ici. Alors, j'ai pu bouger de là, les enfants, ils ont grandi et tout. Et j'ai toujours resté là. On ne fait rien pour nous. On nous repousse toujours. On est repoussés. Pourtant, on a travaillé. J'ai fait mon service militaire. Mon grand-père, il a fait la guerre de 14. Et dans le maquis, la famille, on a servi la France. On n'avait pas de maison pour défendre, on n'avait pas de terrain, on n'avait rien du tout. Et on a été toujours là pour la France. Et je vois qu'ils n'ont pas tenu compte. Je vous explique, on était suivis, je vous explique pourquoi. On avait un carnet de circulation. On arrivait, mettons ici, on était du Bousquet d'Or. Il fallait tamponner l'arrivée, quand vous repartez, le départ, et vous arrivez à Bédarieux. L'arrivée, le départ. Alors vous voyez qu'on était suivis continuellement par l'État. L'être humain, il va où il veut. On ne doit pas le condamner dans un endroit bloqué, quoi, comme ils ont fait. Et repousser comme ça, face à Dieu. Ils ne doivent pas le faire, ça. Parce que bon, il y a eu beaucoup d'injustices. Et c'est pas bon, ça.
Aussi, on peut acheter un terrain de loisirs agricole, mais ils ne tolèrent pas les caravanes dessus. On va faire quoi? On va vivre avec des tentes dessus, madame? J'ai mon oncle à Montpellier là-bas. J'ai mon oncle à Montpellier, il a été emmerdé, il a acheté un bout de terrain, il est obligé de partir de son terrain un mois. C'est pas un aire de stationnement qu'il a. Les aires de stationnement, elles ferment un mois obligatoire dans l'année. Mais lui, il a acheté un terrain, il peut rien faire dessus, le pauvre. Il fait comment? Autant qu'il n'est pas propriétaire. Oui, mais voilà, il n'a pas le droit d'être dessus. D'accord, donc ça c'est là une première situation qui se passe à Bédarieux. Et vous voyez, donc je vais passer la souris. Là, il y a une petite main qui se met sur la cabane, donc je vais juste cliquer et vous voyez, hop, on va faire là, mais on va pas le faire en entier. Mais c'est en fait un... Ni de lumière, ni d'eau. Un flash. Il fallait transporter avec des seaux à l'époque. Et on n'était pas fiers, hein. On se contentait d'un peu quand on est jeune. Donc là, je l'ai fermé volontairement, parce que c'est pas ce que j'ai choisi de vous montrer pour la suite. Donc en fait, vous voyez, il y a un pneu là, je vais aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Et hop, je démarre. On va s'arrêter à la carrière là-bas. Moi à la base, je viens en camion, j'ai envie de me réveiller le matin, c'est à côté d'une source d'eau dans la forêt, j'ai envie d'être tranquille quoi. Je vis pas pour me retrouver, j'ouvre la porte, je suis devant une autoroute, mon chien il peut se faire écraser, on balance le ballon pour les enfants là-bas aussi et hop. Il y a tout le monde qui se fait écraser, quoi. C'est bon quoi. Ça sert à rien quoi. Par exemple comme les gitans ou les forains, on les assigne à des lieux, on leur donne un carnet de circulation, c'est exactement où ils sont, quand, à quelle date, ça on n'en veut pas non plus. La liberté, si on vit en camion, c'est pas pour être fiché de la même manière qu'un appartement. Donc si on nous proposerait des terrains comme on fait au gitan avec carnet de circulation, on ne voudrait pas non plus. Nous on ira toujours au bout d'un chemin, avec le camion, une semaine, 2 semaines, rebouger, repartir, mais jamais on ira sur des... Se faire parquer quoi. Industriel, se faire parquer en plein milieu, et à raquer comme des cons, en plus à payer. Et lors des questions pour avoir un sanitaire ou je sais pas quoi, il y a un point d'eau. Ça, fuck off, l'eau on la trouve toujours, il y a toujours un robinet d'eau dans un cimetière. On remplira toujours nos bidons, nos citernes et tout, il n'y a pas de souci. Et lors des questions, ils se retrouvent parqués dans des lieux comme ça, quoi, qui sont en plus payés. Moi par exemple, j'ai commencé à vivre en camion, au début c'était parce que j'avais pas l'argent pour louer un appartement. Après, maintenant, si on m'offrait une villa aujourd'hui, j'en voudrais pas. Je reste à vivre en camion par conviction et parce que ça sera ma vie. Au début, ouais, c'est à cause de difficultés économiques, mais maintenant, c'est jamais de la vie. On me donnerait un palace aujourd'hui, j'irai pas. Ça devient un choix après. J'irai pas, on a des palaces roulants, ça suffit. C'est bon. Ah, on les a nos palaces. On les gagne pendant les saisons, des choses comme ça. On sait le pognon pour se payer ses camions, ses caravanes et ses conneries. Et voilà, on se paye notre maison comme n'importe qui d'autre, quoi. Sauf que nos maisons, elles ont des roues et un moteur. Quelqu'un qui est dans un appart, on l'expulse, il est à la rue, il sait plus comment faire, il connaît pas ça. Si on doit m'expulser, je vais cramer tout ce qui traîne sous mon camion. Je vais remettre une batterie et hop, j'irai ailleurs, c'est pas grave. Je trouverai un autre endroit à me poser. Ouais, c'est ça la liberté, quoi. Ouais. Si j'ai envie de changer de jardin demain, je changerai de jardin. Ok. Donc là, vous voyez, il y a 2 panneaux là qui se sont un peu plus éclairés que ceux d'en haut, qui sont ceux d'origine. Enfin, même celui-là, il est d'origine. Même d'ailleurs celui-là. Hop là. Et donc, on peut cliquer ici, mais pour mon déroulé, là, je vais vous amener plutôt du côté de la caravane avec les garçons. Association d'accueil temporaire de gens du voyage. C'est-à-dire que voilà, des gens qui voyagent, ils se posent leur cul ici quand ils ont envie, s'ils veulent, ou pas, 1 nuit, 3 nuits, 2 mois, 3 mois. Et là, on revient, on repart, on revient, on pas, on passe une fois, on revient jamais de sa vie, on revient tous les ans parce qu'on a bien aimé. C'est un lieu vachement vivant par rapport à ça. T'as du passage, ça brasse des gens tout le temps. Mais on est sur une terre privée. D'où la liberté de créer quand même certaines choses, quoi. Ouais, il y a la fabrication de la bière artisanale qui est vendue à pas mal de gens dans la région. Il y a des événements festifs, culturels, des concerts, des fêtes, des spectacles qui se font ici assez régulièrement. Donc c'est un lieu qui est en même temps culturel et de fête en tant que d'aire de stationnement temporaire. Ah, ça va loin, à un moment donné on revient dans l'utilité publique.
Parce qu'on est rentré dans un trip où carrément, maintenant on accueille les TIG. C'est-à-dire qu'un gars qui a du travail d'intérêt général, il peut venir le faire ici. C'est ça quoi, c'est le point, c'est viens le faire ici. Nous on a du boulot pour le collectif, parce que c'est travail d'intérêt général. Donc tu dois travailler pour le collectif. Tu vas pas m'aider à réisoler mon camion, tu vas m'aider à construire un poulailler quoi. Pour le collectif, pour que tout le monde mange des œufs. Mais c'est l'argument, il est là quoi. C'est juste en dessous du juge d'application des peines, c'est la SPIP qui gère que les condamnés. Et s'ils sont condamnés, ceux qui viennent ici, eux ils sont très contents de nous quoi, parce qu'on fait bosser les gars en plein air en plus. Ils sont pas en train de ramasser des poubelles dans un village ou de balayer une rue ou de faire un chantier de bitumage sur un goudron entre deux villages ou des conneries comme ça. Il nous manque une seule chose ici, c'est la domiciliation. Comme moi, mon adresse, elle est à 20 bornes à Alès. C'est pareil à Alès. Notre adresse est dans une asso qui nous domicilie ici. On n'a pas le choix. Sinon le courrier n'appartient nulle part. C'est Sage. SAJE, la Sage. Ouais, le Sage. C'est un accueil de jour. Oui, c'est un accueil de jour à Alès. Pour SDF et autres. C'est le seul capable de recevoir notre courrier, de nous le garder une semaine ou deux, le temps qu'on vienne le chercher. C'est une domiciliation légale, donc on peut vraiment faire notre pièce d'identité là-bas, on peut vraiment faire tous les papiers normaux. Il y a souvent des endroits aussi qu'on peut avoir un courrier et tout ça, mais on peut pas faire notre pièce d'identité. Pas le choix, le courrier, il faut bien que tu le reçoives quelque part, quoi. Et c'est pas dans ton camion quand tu changes d'adresse tous les 34 matins que tu peux faire ça. Donc on n'a pas le choix que d'avoir ce genre d'association derrière nous pour nous épauler, quoi. Sinon, ce serait pas possible, quoi. Le courrier suit plus et tu fais quoi après? Là, tu sors carrément encore plus de la société et c'est mort. Déjà qu'ils veulent pas de nous, alors là, si en plus on pouvait pas avoir le courrier, c'est foutu, quoi. Ouais, c'est le dernier rempart. Ouais, le dernier rempart, c'est recevoir ton courrier, faire tes papiers, avoir une adresse, tout ça et tout. Vous voyez que là, par exemple, sur cette interface, il y avait une petite croix en haut à droite. Et si on clique sur cette croix, on peut interrompre le discours et on revient sur une interface telle que celle-ci. Donc là, je vais aller vous présenter en fait le fondateur des lieux, parce que c'est un terrain privé. Il s'appelle Willem. Au tout début, on avait été voir la DAS du coin là, pour dire bon bah voilà, nous en tant que propriétaire, on est prêt à mettre à disposition un terrain pour que l'accueil se fasse. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des aides d'État, enfin, etc., un accompagnement. Et là, ils avaient dit que de toute façon, ils avaient sectorisé ça en 3 secteurs. Pour les gens du voyage, ils étaient en train de faire des lois pour pouvoir mettre des parcs autour, là, la loi Besson. Ils avaient identifié un deuxième segment de population nomade, c'était les camping-caristes. Ils ont donc fourni des sous aux municipalités pour mettre en place des points d'accueil camping-car dans le centre-ville. Et le troisième segment de population nomade en France, c'était les travelers. Et eux, les objectifs de l'État à cette époque-là pour ce segment de population, c'était de la réinsertion. Donc il n'était pas prévu de mettre en place des espaces d'accueil pour les travelers, quoi. On s'est rabattu sur la solution du camping à la ferme. Voilà, en aire naturelle de camping, et voire même on se réfugie sous le statut de camping chez l'habitant qui spécifie que c'est juste soumis à une déclaration de 6 emplacements maximum et moins de 20 personnes à l'année. Okay. Donc là on est toujours sur le même lieu mais on a juste changé d'interface. Donc on écoute ce qui se passe. Le temps s'assombrit. Là, on peut cliquer, mais je ne vais pas y aller. Ça commence par la rencontre, en fait, avec les gens qui vivent en camion. Là, on peut aller retourner voir Willem. Mais là, on va aller voir plutôt ici. Là, vous voyez qu'on peut repartir, hein. C'est un signe sonore pour le départ. Moi, je suis arrivé en 2001, ouais. Et il y avait déjà Sofiane. Sofiane, il avait commencé à créer le site. Il appelait ça comment Là, je vais cliquer et on va ouvrir un diaporama photo. La vitamine. Parce que nous, pendant que le propos continue. On faisait sport mécanique et puis on faisait nos buggy et tout. Paf paf. Et puis on avait fait un circuit là. On avait tout éclairé avec les guirlandes qu'ils ont dans les sapins de Noël dans les communes là. Ouais.
Ils ont des grandes guirlandes de 20 mètres là. Et nous on les avait mis toutes bout à bout, hein. On avait fait 400 mètres comme ça. On a eu 2 ans, on a été interdit de séjour dans tout commerce jusqu'à la boulangerie et au supermarché à Randuz. Vous n'avez pas le droit de mettre les pieds Puisque les personnes comme nous, ils vivent de récupération, ils sont beaucoup mal vus. Pour eux, ils paraissaient comme des voleurs, des délits de sale gueule en fait. C'est que j'ai de l'argent à dépenser. Mal acceptés par les riverains. Après, on a été acceptés d'une part par les chasseurs, nous ont aidés. Ok, c'est des zozos, mais c'est des personnes qui ont un bon statut. Ouais, ils sont en place dans la région. Tu les as dans la poche. Et de là, nous, en passant bien avec les chasseurs, on a commencé à se faire apprécier par les voisins. Les gens du village. Et surtout par le village. Maintenant, ça va, et de là, ouais, depuis quelques années, on est très bien apprécié. Ouais. Nous, on a montré qu'on était capable de faire quelque chose. Pas de rester dans nos camions à juste vivre pour nous. Et donc, Christian leur a donné l'opportunité de pouvoir chasser sur ce terrain. Tout en ayant en échange un bout de bidoche. Et en plus, il y a le site des Dolmens qui est là-haut, le site touristique qui est auprès de chez nous. Donc on a beaucoup de touristes qui sont de passage forcément, puisque c'est très mal indiqué par la commune. Mais ils ne savent pas où exactement. Quelque part, on fait des fois le site touristique. Bon, c'est d'autant mieux pour nous aussi, puisque ça donne une bonne image. Puisqu'on en a besoin aussi. Pour nous, c'est d'autant mieux, puisque je vois, on a un peintre, une couturière, moi-même, je suis sculpteur sur pierre. Des musiciens. Il y a des musiciens. Bob qui est tailleur de pierre, et il y a tout. Bon, on a tout, on a la brasserie, on a un cuistot, du jus de fruits. On a du jus de fruits. On va tout faire pour devenir autonome de la civilisation. Et c'est de ça que on voudrait aussi montrer que c'est possible. Ouais, il neige. Il neige. Ouais. Oh merde! Oh putain, gros flocon là! Ouais. Oh la vache! C'est à peine encore un peu mouillé. Mais oh la vache! La fin de journée, il va faire plus frais et ça va être... Oh la vache! Des flocons, il faut. Allez, un dernier petit tour à la mine. Ça s'appelle la mine. C'est au-dessus d'Anduze, dans les montagnes, sur une ancienne mine qui est plus exploitée depuis 35-40 ans. On est sur une terre privée qui appartient à un groupement, à GFA, un groupement foncier agricole, qui nous prête ce lieu ici, là, ce petit hectare ici pour poser nos camions. Comme il dit, se poser quelques temps entre 2 saisons ou pour en faire une sur place. Et ils nous prêtent ce lieu pour vivre, quoi. Des gens qui ont acheté cette terre, en fait, ils avaient déjà les terres d'à côté. Et il y a eu une énorme fête techno il y a 10-12 ans en arrière, qui a réuni 7 à 10 000 personnes au moins, je pense, hein, pas d'imaginer, un truc de ouf. Ces gens-là qui étaient ici, rencontrant le milieu un petit peu aussi de ces gens de la techno, tout ça, des free parties, tout ça, paf paf. De là, ils ont acheté ces terres-là et ensuite, avec ces gens-là, ont créé le lieu de vie quoi, que tu trouves maintenant ici, quoi. Mais tout ça, c'est un cheminement, c'est 10 années, quoi. C'est 10 années. Pour que moi, j'arrive après en galère avec mon camtar, paf, mon gamin une fois un week-end sur 2, et hop, à créer un atelier de jus de fruits, tout ça et tout. Ça veut dire qu'avant ça, il y a 10 ans de vie derrière, de choses qui se sont faites, défaites avec les autorités, refaites. Ça avance, quoi. On a réussi même à casser des arrêtés municipaux ici et préfectoraux. On les a eu au tribunal, tu vois, on peut tout faire ici, on est entier, on est tous ensemble. Mais la seule facture qu'il y a ici, c'est le foncier pour les propriétaires. Donc la cotise, elle part un petit peu aussi pour eux, pour le foncier, mais la grosse partie, c'est pour la flotte. Parce que l'eau, c'est la vie, et ici, il y a l'eau de ville, donc il faut payer ça, quoi. Donc c'est le seul point. Et on demande aussi 4 heures de bras
par semaine. Ça fait partie de la cotise dans l'assaut. C'est qu'il faut que tu nous aides à mettre une barrière pour sécuriser pour les gosses. Je construis un nouveau poulailler, il faut m'aider à le finir. Il y a l'atelier Jules Free, il faut m'aider à finir les 1000 tonnes de pommes à presser. Tu vois. Chacun doit donner 4 heures par semaine. Ok, donc il y a d'autres choses à découvrir à la mine, mais on va partir. On va prendre le camion. Et on va aller prendre la direction des menuires. C'est les fenêtres, la plomberie, l'électricité, tout ça. C'est mes potes qui m'ont aidé. C'est pour ça qu'on a choisi. Après tout l'aménagement, c'est moi qui l'ai fait. Et donc toi, je suis désolé, c'est très bien. T'as suivi Ludo? Regarde, on trouve les camions là. Ça va être chaud. Je vais essayer, je vais voir. Ah ouais? Si, je passe. J'essaye. Attends, j'en ai une plaquette. C'est bon, là, j'arrive. On est bien là, on reste là. On ira voir s'il y a de la place là-bas. Je suis désolée, il faut sortir du site ça maintenant. Tout regroupement comprenant plus de 500 personnes écoutant de la musique linéaire et répétitive est interdite. Pendant 6 mois, il y a énormément de sons qui se sont fait saisir. Et à partir de milieu 2001, un truc comme ça, les gens ont commencé à se réunir en fait autour de 3 collectifs, bretons, parisiens et sudistes. Et donc chaque son de système qui se sentait concerné envoyait 2-3 personnes de son son pour se mêler à ce collectif. Donc on était une grosse équipe quand même, de gens qui se connaissaient déjà, qui avaient peut-être travaillé ensemble ou pas avant, mais jamais sur un truc aussi fort. Et donc là, réunion toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à Paris, Bretagne ou Marseille, entre tous ces gens pour répondre aux lois, pour faire les décrets. Le ministère de l'Intérieur nous envoyait les papiers avec les premiers G qui sortaient. Nous, on retravaillait les G, on leur renvoyait, ils nous renvoyaient. Et ça a duré 2 ans. Un truc comme ça où on a participé concrètement à l'élaboration des décrets. Et je sais pas, est-ce que ça vaut le coup que tu prennes le poids lourd pour aller à l'after ou pas? Donc là, c'était le passage obligé pour nous rendre au prochain lieu. Voilà. Ah, on est arrivé, il fait nuit. Et là, on est attiré par la fenêtre qui nous amène à la lumière et on va cliquer sur la fenêtre. Monsieur Guillot a dû me présenter comme la personne qui s'occupait un peu de ce parking, tout ça. Donc on va pas dire que j'ai une place officielle de quelqu'un qui s'occupe de cet endroit. Tout ça c'est un peu officieux, dans le sens où c'est pas que je m'occupe, c'est que j'arrive à réunir les voix. Je suis dans les plus anciens, c'est-à-dire que ça fait déjà 7 ans que je vais en Ménuire, 3 ans que je suis sur ce parking. Et avant ça, j'ai connu les anciens parkings sauvages qu'il y avait au Ménuire. Donc je savais de quoi je parlais, de quoi y retourner sur plusieurs années avant. Donc il y a 3 ans, quand je suis arrivé là, je me suis dit, je vais pas attendre chercher midi à 14h, je vais aller à la mairie, je vais me présenter. Donc je suis arrivé à la mairie, on m'a accueilli, on a dit c'est bien, on va voir ce qu'on va faire, on n'est pas sûr. J'ai un peu plaidé la cause des saisonniers en camion. C'est super bien passé, on a réussi à trouver des compromis, on nous a proposé ce parking, on a accepté, enfin j'ai accepté. De toute façon j'avais pas le choix sur l'emplacement, et puis après on m'a un peu expliqué comment on voulait que ça se passe, je me suis dit écoutez pourquoi pas. Je dirais pas c'est moi le patron, c'est moi qui gère à 100%, ouais je peux le dire comme ça à la légère, je gère parce qu'on me laisse bien gérer,
Et c'est pas moi qui gère, c'est nous qui gérons. Donc moi je ne fais juste que hausser la voix de temps en temps pour que ça aille plus vite. Mais après, juste quelqu'un qui encadre. À partir du moment où tout le monde respecte et que tout le monde veut aller dans le même sens, ça se passe bien. Mais il faut des gens à l'intérieur qui rappellent, qui laissent pas l'anarchie. Voilà, donc on est au menuire. Encore une fois, là c'est l'interface. Donc nous allons parcourir le menu. Là il y a quelque chose. Le gars qui est dans le camion, qui est là-bas, lui il est encore dans son système. Quand il organise des fêtes, leurs fêtes sont attendues dans l'année où il y a beaucoup de gens. Logé. Êtes-vous logé? Êtes-vous logé? Les employeurs ayant des difficultés à loger tout le monde posent en premier cette question. Si la réponse est oui, c'est A. Donc tu peux venir demain matin et tu peux venir travailler. Êtes-vous logé? Ok. Êtes-vous logé? Alors là, il y a un petit souci. Êtes-vous logé? Pas dans un camping. Et nous ne sommes pas dans un Alors là, il y a un petit souci, mais bon, je vais cliquer là. Oh là, il y a un petit souci. Nous ne sommes pas tenus à délimiter les emplacements, bon. etc. Nous disons 12-14 emplacements. Donc pour pouvoir l'occuper, il faut avoir un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Pour nous, nous l'exigeons au moins une personne dans le fourgon. Nous avons également dans notre règlement rappelé des règles élémentaires d'hygiène, notamment avec les chiens qui doivent être tenus en laisse quand il n'y a pas le propriétaire du chien, et également éviter que des détritus soient jetés, parce que nous l'avions connu, et que nettoyer des morceaux de bois, des morceaux de palettes, dont certains se servaient pour se chauffer, à l'intérieur d'un poêle à l'intérieur du camion, avec un tuyau qui sort par le toit. Donc nous avons voulu normaliser tout cela, en prenant quelques précautions, en ayant une copie du contrat de travail, en ayant une copie de la carte grise, etc. Bon, c'est un petit peu strict, mais ça permet de bien cadrer les choses. Ça permet aux saisonniers qui viennent pour travailler, qui ne viennent pas pour faire la fête ou pour autre chose, d'imposer la règle auprès des autres. Donc nous avons eu quelques-uns, notamment Ludovic, qui nous a bien aidés, parce que lui a tout de suite compris l'intérêt qu'il y avait pour les saisonniers en fourgon à pouvoir bénéficier de cette aire, à faire accepter ce mode de vie auprès de certains résidents ou employeurs, impose que l'on soit strict et qu'on puisse justifier que les gens qui viennent sont en grande majorité des gens bien, corrects, qui certainement ont fait un choix de vie, ou un choix de vie qui leur a été imposé, mais que ce sont d'abord et avant tout des êtres humains et qu'on doit les accueillir en êtres humains. Ok, donc là nous avons rencontré donc Monsieur Guyot, qui était le directeur général des services. Êtes-vous logé? Je vais monter là-haut, hop, sur la station. Donc là, toujours pareil. Il y a une loi qui prévoit qu'on doit organiser l'accueil des gens du voyage. Et la loi de la commune fait que nous n'y sommes pas soumis. Donc ce que nous faisons, c'est de manière volontaire et pas imposée par la loi. Ça, la contrepartie, c'est que le loyer est payant. Ce loyer payant, nous avions essayé au départ de le faire partager par les employeurs. Or, ça a été très mal perçu par les employeurs qui, par quelques exceptions, n'ont pas accepté de mettre la main à la poche pour payer le loyer. Ils n'ont pas accepté, la plupart disant « mais moi, quand j'ai recruté cette personne, elle m'a dit qu'elle était logée ». Et c'est vrai que le thème du logement est prioritaire souvent sur la compétence pour trouver un travail. Voilà. Donc souvent les saisonniers cachent le fait qu'ils sont en fourgon, outre l'image négative que ça apporte, pour pouvoir trouver du travail. Donc ça n'a pas fonctionné, donc nous l'avons abandonné.
Nous étions partis en premier sur un loyer mensuel. Or, le saisonnier en fourgon, de façon majoritaire, a beaucoup de difficultés ou exprime beaucoup de difficultés à pouvoir payer immédiatement, régulièrement un loyer. Souvent, certains sont interdits bancaires, on n'a pas de chèque. Bon. C'est donc un problème. Alors, envoyer un agent faire le tour tous les mois des fourgons pour essayer de récupérer des loyers, etc., c'était devenu très, très difficile. Et puis en fin de saison, ils disparaissent, et comme ils n'ont pas d'adresse, c'est la société qui prend en charge le déficit. Donc sur la saison, la dernière saison, nous avons forfaitisé le paiement des emplacements. Nous l'avons forfaitisé de deux manières. D'abord, nous parlons d'un emplacement, quel que soit le nombre de saisonniers à l'intérieur du fourgon. Ensuite, nous l'avons forfaitisé sur deux périodes, c'est-à-dire qu'une première période, début de saison, pour nous c'est le 1er décembre, jusqu'à mi-février, et puis de mi-février au-delà. Le loyer était fixé à 350 € par période, c'est-à-dire 700 € pour la saison, pour 5 mois. Aucun supplément n'est demandé par ailleurs. Ok, donc on va s'arrêter là. Hop, voilà, un coup de court. On doit organiser l'accueil des gens du voyage. Il y a une loi qui prévoit... Donc là, et hop, et on va pouvoir aller aussi... La station, elle ouvre le 8 décembre. Tu sais que la station, elle ouvre le 8 décembre. Toi, tu arrives le 15 novembre. Toujours Ludo. Je suis pas le seul. Tu as quand même 3 semaines de battement où tu sais pas si les gens ils vont travailler, s'ils veulent travailler ou quoi. Donc, tu as ce truc qui se met en place pour savoir qui va te carotter ou pas, qui va travailler, qui va pas travailler. Donc ça, tu le vois de toute façon en contact avec les gens. Donc moi, généralement, j'arrive dans les premiers. J'accueille, je place, j'explique, on me dit, et je vois. Généralement, on laisse jusqu'à début janvier. S'il y a des gens qui n'ont toujours pas trouvé de boulot, on leur laisse une chance. À partir de l'an prochain, début janvier, mi-janvier, si tu n'as toujours pas trouvé de boulot, il y a de fortes chances que tu dégages. Parce qu'on ne veut pas que la place soit prise par quelqu'un qui ne travaille pas, s'il y a quelqu'un dehors qui travaille, qui attend. Et ça, c'est délicat aussi, parce que tu peux pas virer ton pote en disant t'es un branleur, tu travailles pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui... C'est ton pote déjà, tu vois, t'es avec lui 3 semaines, ça fait chier de virer les gens. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de faire des ronds de jambes et respecter ce que tu dis au début. Voilà, je t'ai prévenu, il fallait que tu travailles pas, tu te casses. Je prends mon exemple perso, moi je suis arrivé le 15 novembre, le 20 novembre, j'avais déjà du boulot. Je savais que je commençais. Une fois que j'ai l'argent dans les mains et qu'il y a le boulot, le bail, ça suit tout seul, et là ça se met en place. Ok, donc on va redescendre, et là je reprends la petite... Hop. On va redescendre sur le parking. Alors. Le camion qui est là-bas, lui, il est encore dans son système. Quand il organise des fêtes, leurs fêtes sont attendues dans l'année où tu as... Je précise qu'il a dit tout à l'heure que c'était le camion blanc, je vais pas laisser jusqu'au bout parce qu'on va être pris par le temps. Hop. Le camion blanc là, celui-là. C'est le camion blanc là, celui-là. On cherche le camion blanc. C'est le camion blanc là, celui-là. Et on le cherche. Bah, nous, en fait, on est Ouais, c'est pas celui-là, c'est pas un camion blanc. Un camion blanc, un camion blanc. Ça fait une douzaine d'années que je mixe. Moi là, cette année, je travaille à l'ancien Club Med, donc au Village Club du Soleil. Je crois que c'est le plus gros employeur du parking, quoi. Nous, on se faisait par mois en net 1135, 1140, quoi. Et en plus, ils nous aidaient à payer le parking. Parce qu'en fait, vu que tout le monde, les gens au V16, ils sont logés. Et vu que nous, on n'est pas logés, ils nous donnaient une prime au logement, donc ce qui nous aidait à payer le parking. Et en fin de saison, ils nous donnaient une prime de route. Franchement, au bout de 4 mois, à nettoyer des chiottes, des douches et tout, faire des lits, ça va, quoi. Ah, j'en pouvais plus, quoi. Les gens, toi, tu te dis, moi, ce que je me disais, c'est que les gens ils viennent te critiquer parce que tu vis en camion. Mais après, quand tu fais le boulot que moi j'ai fait, tu vois les mecs sur eux, ils sont classe, ils sont propres et tout machin, mais tu vas dans leur piole, nettoyer la piole. Tu te dis, putain, attends, tu te dis, c'est quoi, sans déconner, t'es où, quoi. Un truc de fou, quoi. Ça fait une douzaine d'années que je mixe. Ça fait une douzaine d'années que je mixe. Ça fait une douzaine d'années que je mixe. J'ouvre les fenêtres.
Ok, donc là, il y a aussi un son ici. Je vais cliquer. Mais bon, si on stagne et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, et ben je pense que ouais, là c'est sûr. On repart, quoi, c'est sûr. On repartira, mais bon, ça se voit dans 10 ans, les gens en camion, ça sera plus du tout pareil, ou ça n'existera plus, ou on sait pas. Quand les gens ils discutent avec nous, enfin moi je sais que ma patronne de cette année, elle m'a dit l'année prochaine, moi, mon offre d'emploi, je la mets ni au truc des saisonniers en haut, ni à Pôle emploi, quoi. Je viens mettre mon annonce dans la Algeco parce que. Enfin, tout le temps, c'est que des gens du parking qui viennent bosser pour elle, quoi. Parce qu'elle, elle héberge pas, quoi. Voilà, on se fait 400 € par mois. Après, au VCS, ils font 900 €, 900 €, quoi. C'est rien, donc, quoi. C'est pas... Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, vous êtes à côté de la déchetterie, tout ça. » Justement, on est un peu loin de tout le monde, personne vient nous ennuyer, on fait ce qu'on veut. Personne vient nous voir, personne vient nous prendre la tête, on gêne personne, on fait pas tâche dans le décor parce qu'on est un peu loin, donc les touristes ne nous voient pas plus que ça, donc nous ça nous arrange, et eux ça les arrange aussi. Et des modifications ont été faites, la première année on n'avait qu'un chauffe-eau, là cette année on en a 2. La première année il n'y avait pas de cailloux par terre, là ils ont mis les cailloux pour qu'il y ait moins de boue. Il y avait une seule borne électrique, mais ça se fait d'année en année. Avec du contact, de la médiation, quand on parle, tu vois, on va voir, au moins, ici je prends les idées, bon, on a tous les mêmes, hein. Je prends les idées, voilà, je vais à la police ou à la mairie, et généralement en fin de saison, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un état des lieux, pour leur dire, regardez, on vous a pas traché le terrain, on vous a pas traché l'Algeco, regardez en bas, donc on fait voir en bas, on n'a pas traché non plus, voilà, ça c'est respecté, c'est fait. Maintenant, ce qu'on aimerait qu'il y ait en plus, c'est ça, 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 ça et ça. Et petit à petit, t'en demandes 10, t'en as 5. Et toutes les années, t'en demandes 10, t'en as 5, et à la fin, on n'aura plus besoin de rien demander, puisqu'on aura tout ce qu'on voulait. Ok. Alors, pourquoi non, on va pas aller là. Attendez, il faut que je me retrouve. Alors, le voyage fait partie de la jeunesse. Et nous, saisonniers en fourgon, sont tous des gens relativement jeunes. Il n'y a pas beaucoup de saisonniers en fourgon de plus de 35 ans. Donc pour être en fourgon, il faut avoir le permis de conduire, donc 18. Voilà, la fourchette, 18-35 ans. Je dirais même que l'âge minimal est un peu plus élevé, parce que la plupart ont fait des études, et des études supérieures. C'est étonnant. Ou certains avaient déjà un travail, et ont choisi ce mode de vie. Il y a des gens qui... Là, quand on est au contact avec eux, on découvre qu'il y en a qui sont très bons en électricité, en menuiserie, etc. Et puis ont voulu changer de mode de vie. Forme d'aventure, que moi je rapproche du woofing. Savez-vous ce que c'est que le woofing? Voilà. Donc, où finalement, entre l'hébergement et le gîte et le couvert, on travaille. Bon, je le rapproche, je ne dis pas que c'est identique. Mais dans la mentalité, c'est ça. Des gens qui vous disent, mais moi j'ai envie d'être l'hiver à la montagne, l'été au bord de la mer, ne pas avoir de contraintes, si ça ne va pas avec le patron, hop, comme le logement, je le maîtrise, je me déplace. Le saisonnier, enfin la vie générale du saisonnier fait que souvent il est célibataire au départ, qu'en saison il rencontre l'âme sœur, qu'il continue à vivre en saison en couple. Quand les enfants arrivent, il veut se stabiliser. Donc on a aussi ces gens qui disent c'est une expérience, moi je suis content de le faire, j'ai encore envie de le faire quelques années, mais je sais que dormir pour moins 15 dans un fourgon, quand j'approcherai de l'âge de retraite, non, je ne vois pas tellement ça comme ça. C'est un passage, et puis à un moment donné, je stabiliserai. Vous êtes à côté des déchets. Là, je suis remontée, mais je vais redescendre tout de suite au parking. Ok, voilà. Et voilà, c'est eux qui m'intéressent. En fait, on est sur la fin de notre voyage. Bah, nous, en fait. Bon, il y a 2 chiens, mais ils sont gentils. Hein. Hop, bah, nous, en fait, on est sur la fin de notre voyage. On va s'installer après, dans 8 mois, on s'installe, on reprend la ferme. Et du coup, ouais, bah, en fait, vu qu'on est dans l'idée de quand même rester en voyage, en fait, hein, pas forcément en voyage, mais d'avoir des gens autour de nous qui voyagent,
On veut rester dans cette idée-là, vivre avec des gens, accueillir des gens dans notre ferme et tout. Et du coup, on veut faire une aire d'accueil, pareil pour les saisonniers, quoi. Près de Concarneau, Quimper. Donc du coup, on préfère le faire, quitte à le faire tôt. On est jeune, moi j'ai que 22 ans. Bon, ça va être tôt, ça va être en fin d'année, quoi. Mais bon, je me dis, il vaut mieux maintenant que le regretter dans 10 ans, quoi. Je reprendrai les vaches laitières le temps d'implanter des vergers, quoi. On s'est dit, voilà, on essaye. C'est la peur de s'isoler. J'ai peur d'être isolé. Enfin, moi, je vois ses parents à ROM. Enfin, ils ont pas souvent des gens à passer les voir. Moi, je sais que je veux la ferme, ça me plaît et tout ça. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des saisonniers, des gens autour. Moi, je veux pas me retrouver toute seule dans la maison. Je vais devenir folle, quoi. Je sais puis essayer de travailler en équipe tout ça. Vraiment saison, quoi. C'est notre esprit, quoi. C'est vrai que sur la route, on rencontre plein de gens. Sur la route, tu rencontres tout le temps des gens, t'apprends des choses avec les gens. Tu t'apprends tous les jours. Des façons de vivre, des façons de penser. Enfin, moi, je trouve ça trop chouette de discuter des façons de vivre de chaque gens, quoi. Là, on pouvait aller sur le camion, mais j'y vais pas. Et attendez, ah oui, hop, je vais partir. C'est un terrain communal qui est loué à une entreprise. C'est un terrain communal. On va pas y aller. Voilà. J'ai commencé à faire de la musique, j'ai acheté le 508 et à partir de là, je me suis dit que j'avais envie de vivre sur la route tout le temps. C'était rigolo. Ça m'a plu d'avoir un camion aménagé, quoi. Je me suis dit, ouais, voyage, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est génial, c'est comme un escargot, parce qu'il est quand même super lent. Je fais des voyages comme ça, on est à plusieurs camions aussi. Il y a vraiment cette idée-là. On traverse, on découvre des pays ensemble, on traverse des cultures ensemble, on se découvre aussi au fur et à mesure. On fait la route ensemble avec ces personnes-là et des fois ça accroche, des fois ça accroche pas. C'est un voyage humain, c'est un voyage culturel, c'est riche de découvertes et de... Ouais, c'est tout un convoi qui se déplace, donc tout est vu différemment. Ouais, t'as du mal à ratterrir quand tu dois revenir parce que t'as du boulot, parce que t'as quelque chose. Ouais, faut faire à un moment donné, c'est aussi un choix. De dire, si je veux quand même construire des choses pour l'avenir aussi, il faut que j'arrête à un moment donné d'être en mouvement, quoi. Donc c'est un vrai choix où tu sacrifies quelque chose aussi, quoi. Donc on a fini notre petit chemin et on arrive à Gignac. Le plus marrant, c'était la police qui est arrivée parce qu'ils viennent. Là, je vais rester un petit peu, donc je ne vais pas prendre le camion et je vais vous montrer la yourte. En hiver, c'est génial. Tellement, tu la chauffes super vite, quoi, avec le poêle à bois. Et puis ouais, t'es à la fois dehors. Quand tu dors, tu vois les étoiles, quoi. Tu vois la lune, les étoiles et tout, quoi. T'as ce côté où t'entends les oiseaux, t'entends tout ce qui se passe dehors, mais en même temps tu te sens bien au niveau en sécurité. C'est tout feutré, quoi, l'acoustique, voilà, rien que sans qu'il y ait de déco, t'as les perches, t'as tout, tu vois le ciel, quoi. Et c'est que ça, c'est un truc, quand je m'endors, que je vois les étoiles, ou le matin, quand je vois directement le ciel, je me lève avec en même temps que la nature. De tempête de vent, de pluie et tout, et t'entends les oiseaux qui font... Le complexe du petit cochon, j'appelle ça, que t'as l'impression que ta maison va s'envoler d'un coup. Ok, donc là, on n'a pas bien calé, mais c'est pas grave. Hop, on va aller sur la caravane. Souvent, apparemment, ils aiment bien. Le plus marrant, c'était la police qui est arrivée, parce qu'ils viennent nous voir souvent, apparemment, ils aiment bien. Ils viennent nous voir, donc c'était le fin novembre, je sais plus, 27, 28 novembre, un truc comme ça, pour nous dire, comme vous le savez, vous êtes convoqué au tribunal le 19 décembre, donc on vient, à la demande du procureur, prendre des photos pour voir s'il y a pas eu d'évolution sur le terrain. Donc, moi j'étais en train d'arriver, Véro était déjà là, mais... c'est moi qui les accueille. Ouais, on dit, ben non, comme vous êtes au courant, non, on n'est pas du tout au courant qu'on est convoqué au tribunal. Il dit, ah bon,
Pourtant, ben voilà, désolé, je vous le dis, mais vous êtes convoqué au tribunal le 19 décembre, etc. Quoi. Et je viens prendre des photos pour constater des faits, voir s'il y a eu de l'évolution sur le terrain, et voilà, pour aller dans le fichier, vu du tribunal dans 3 semaines en fait. Ok. Du coup, on nous a dit la première chose à faire, c'est de trouver un avocat. À la base, il voulait pas reporter le procès. Lui, il pensait que ce serait intéressant d'avoir un communiqué de presse ou un communiqué de la Confédération paysanne et d'associations un petit peu officielles à présenter au tribunal pour dire que voilà, il y a des associations qui nous soutiennent parce que la Confédération paysanne, parce qu'on est maraîcher, que donc voilà, ça soulève plein de problèmes agricoles sur les cotisants solidaires, sur le fait d'habiter sur son exploitation et tout ça. Et Alem aussi qui défend le droit d'habiter différemment, de manière alternative un petit peu. Je suis allé au procès en fait pour faire la demande de report. Et notre avocat, soyez attentif. Sur l'histoire de la yourte, il fait ah oui, la fameuse histoire de la yourte, ben, vous avez vu dans Midi Libre, le procureur qui dit ça et la juge. Ouais, nous on n'aime pas trop ça, la médiatisation comme ça, etc. Quand ça fait du bruit. Et, donc suite à ça, on s'est dit ouais, il faut faire gaffe quoi. Et c'était à partir de là qu'on s'est dit bon, quelle stratégie adopter parce qu'on se retrouve face un peu presque dans le domaine public, les gens, les manifestations, etc. C'est un autre langage aussi avec les magistrats qu'on ne connaît pas et qui de manière stratégique. Et le but c'est pas de se mettre en conflit, c'est d'arriver à discuter, d'arriver à faire passer un message et arriver à se dépatouiller nous-mêmes aussi quoi. Donc là on a vu qu'un article est apparu. Beaucoup de bruit en fait, ça nous a... Et là. Il y a le collectif Yourte Nature aussi qui nous a beaucoup soutenus. Ça fait beaucoup de le nombre de gens, beaucoup de gens que ça a touché, ouais, c'est ça en fait. L'article dans le Midi Libre, il avait été sur le site internet, en tout cas, c'était l'article le plus commenté de tout. C'est en même temps que Mandela, que la mort de Mandela, et donc ça a été vachement. Ça touche beaucoup de gens en fait quoi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit. En général, c'était mais qu'est-ce que. Pardon. Pourquoi on va les embêter, ils travaillent, ils sont sur leur terre et ils savent même pas. Les gens ils sont étonnés qu'on n'ait pas le droit de vivre comme on veut sur notre propre terre. Et il y a eu beaucoup aussi, on les embête eux et tous les Roms qui vivent n'importe comment et tout, on dit rien quoi. Mais ça c'est revenu énormément aussi quoi. En fait ils ont récupéré un peu la cause pour défendre un peu pour aller balancer la colère qu'ils ont aussi sur tous les camps de Roms qu'il y a quoi. On avait un petit icône, j'ai pas cliqué dessus parce que j'ai pas fait la connexion internet, mais il y avait un petit icône qui nous permettait d'aller sur le lien, l'URL en fait de l'article de Midi Libre qui est toujours en ligne. Et Midi Libre avait fait un sondage, voilà, on voit le sondage, etc. Et là, on va aller au téléphone. Il y a le collectif Yourte Nature aussi qui nous a beaucoup soutenus. Et du coup, Marie, donc, elle m'a conseillé un autre avocat qui était lui spécialisé dans les droits, dans le code de l'urbanisme et voilà, peut-être plus qualifié pour notre affaire. Donc je l'ai appelé et j'ai passé un moment avec le téléphone et en raccrochant, j'ai dit Arnaud, c'est lui, c'est bon. Voilà, il sait de quoi il parle, il sait clairement de quoi il parle. Il m'a dit qu'il y avait des choses à faire de ce point de vue-là. Il est parti dans des trucs techniques où j'ai après pas tout compris non plus, mais voilà, on sait que là, c'est en train de brasser, que ça travaille et donc voilà, on n'était pas très à l'aise de changer d'avocat parce que voilà, déontologie, j'ai envie de dire, pour l'autre c'était pas très cool. En même temps, c'est notre vie aussi en jeu. Donc, ça s'était très mal passé le 17 avril. Pour une raison fort simple, c'est qu'il y avait tout un environnement qui n'était pas un environnement juridique qui, je pense, a biaisé la décision. À savoir que M. Masson n'a pas été là pour répondre d'infractions au code de l'urbanisme, chose pour lesquelles il était poursuivi, mais il a plus été vu comme une sorte de prosélyte des yourtes, ou du moins de l'habitat alternatif. Et c'est là-dessus que la présidente a été à la limite de l'incorrection, je pense même qu'elle a passé les limites de l'incorrection, et il a été jugé non pas, donc, comme je le disais, pour des infractions au code de l'urbanisme, mais réellement pour un choix de vie. Et ça s'est ressenti quand il a été entendu par Madame le juge, qui était la présidente, parce qu'en fait, généralement c'est le procureur qui est le plus dur. Et là, lors de l'audience, c'est pas le procureur qui a été le plus dur, parce qu'il a même été relativement insignifiant, c'est la présidente qui a été la plus dure et la plus inquisitrice. Ok.
Un petit tour ici. Dans 3 semaines, on peut avoir une décision de justice comme quoi on doit tout démonter ce qui est sur le terrain. Donc d'un coup, c'est tout qui tombe à l'eau, quoi. Et tu te dis, si clairement on doit démonter tout, on n'a plus d'habitation, on n'a plus de logement, on n'a plus de... même pour le maraîchage, j'ai plus de quoi même produire l'électricité pour la pompe, pour réparer mon matériel. Enfin, il y a peut-être tout qui... Voilà, ça a plus grand sens que d'habiter je sais pas où, de partir du terrain, d'avoir l'exploitation ici, de faire des allers-retours. Donc voilà, c'est pas du tout notre... c'est pas comme ça que je voyais la chose, quoi. Lui devait acheter ses graines pour la prochaine plantation, pour lancer ça l'année prochaine. En fait, il est en train de tout faire maintenant. Et il est quand même venu me dire qu'est-ce que je fais. Je suis en train de... Je dis possiblement ce que je suis en train de créer aujourd'hui va m'obliger à le démonter demain. Ça fait une grosse pause sur tout le projet de vie. Voilà, une fois qu'on se remet en tête pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on défend vraiment, et du coup on se rappelle que non, effectivement on a le droit de vivre comme ça, et que non, et puis nous on a trouvé un truc, on n'avait personne, c'est super sain aussi, c'est une autre vie, et je pense que c'est tout à fait respectable. On respecte d'ailleurs les lieux, et autant que... Enfin, on est bons citoyens pour autant, enfin il n'y a pas de... Donc voilà, on s'est dit maintenant on continue le projet, parce qu'au final, si on passe pas, si c'est pas passé première audience, on est condamné, on sait qu'on ira en appel. Parce que pour moi, c'était hors de question de bouger, quoi. Pour moi, ils peuvent faire venir l'armée, pour nous déloger ou ce qu'ils veulent. Et hors de question qu'on bronche, quoi. Enfin, c'est... Et on s'en va de Gignac. Ici, on a un menu qui nous propose 3 directions. On voit donc ici c'est Marie Chardelin que j'ai choisi de suivre, mais 2 situations qui n'ont pas été montées de la même manière que par exemple la yourte ou les menuires ou la mine. Celle d'un boulanger ici et celle de producteur de miel. Alors je les présente pas parce qu'on n'a pas le temps en fait, et je privilégie Marie. Voilà. Hop, pardon. Oh là, attends, comment ça marche? Je vais pas y arriver. Wouhou. Allez Marie. On vivait moi, ma mère, mon père, mon frère Michel, André, mon petit frère, Baptiste, et ma mère, elle était enceinte de Rosita. Et voilà, à cette époque-là, on avait toujours la toile de tente. Et en guise de caravane pour nous traîner nos affaires, c'était une mobilette et une remorque. Voilà le convoi qu'on avait. Mais on était bien, Dieu seul le sait, comme on avait la paix, comme on pensait à rien. Nous, on pensait qu'à s'amuser. On pensait qu'à gagner notre vie et à survivre tous les jours que Dieu faisait avec ma mère et mon père. On partait, chiner, comme on dit chez nous. À l'époque, on ne pouvait pas vivre de la ferraille, comme je vous explique. Mon père, il avait qu'une remorque et une mobilette. On vivait du porte-à-porte, comme on l'a toujours fait. Mon père, il savait monter une meule, on allait chiner à la meule, on aiguisait les couteaux.
On traînait de partout toute notre misère dans la ville de Montpellier et les alentours, tout à pied. Parce qu'en mobilette et en remorque, ils ne pouvaient pas nous prendre tous. Donc voilà. Voilà, alors il n'y a que là qu'on est un peu toléré, tu vois, bien caché. On ne peut pas habiter là, on a resté 3 ou 4 ans, on croyait qu'on allait mourir. Tu vois, il n'y a même plus de chemin, je crois d'ailleurs. Tout est recouvert. Mais on va aller voir à pied, non, 2 minutes. J'ai plus de terre, j'ai plus rien qui m'appartient. Si je m'enlève du terrain familial, d'autres vont prendre ma place et je vais où après? C'est ça qui me donne à réfléchir. Moi, c'est ça qui me manque, c'est la terre. De ce goudron, j'en ai marre. Donc là, la voie de sortie. On va rester avec Marie. C'est ça qui me manque, c'est la terre. De ce goudron, j'en ai marre. Il y avait une petite cabane normalement que mon père avait fait. Mon père il est né sous une toile de tente à Cornan-Sec, donc ça c'était leur coin. Quand il s'est mis avec ma mère, après ils ont commencé à bouger. Parce que ma mère elle aimait pas rester sur des terrains comme l'air de Bionne, tout ça. Là. Que des champs. Ça me fait quelque chose en vrai de revenir ici. Ça fait un moment que je suis pas venue. Voilà. Puis j'avais mon potager aussi là-bas. Je m'avais fait un grand potager. Voilà. Il y avait la balançoire des gosses, il y avait tout. Et ouais. Ah, c'est un souvenir. On sortait d'un champ pour se remettre d'un champ, alors on est resté là. C'est-à-dire que moi je ne pouvais plus partir après parce que j'avais une sage-femme qu'elle venait me faire des monitorings tous les jours pour mon fils. Alors là j'avais ma caravane, après il y avait mes parents là, il y avait mes frères, et un peu plus loin là-bas presque tous ceux du terrain familial. Et là on est resté, jusqu'au temps que j'accouche, toute la grossesse de mon fils, c'est ici que j'ai baptisé mon fils même. Et toute la famille, donc tout le champ là-bas il était rempli de caravanes. Moi, ce qui me manque, c'est ça, c'est mon herbe, ma terre. C'est tout. Voilà. Je m'appelle Chardelain-Marie, je suis née à Avignon et voilà, j'ai pratiquement toujours vécu dans l'Hérault, sur Montpellier pratiquement. L'été on partait un peu, on allait dans les autres départements, quoi, dans la Lozère, l'Aveyron, un peu le Gard. On n'a pas voyagé beaucoup. On allait à Marseille, à Metz aussi. Après c'était souvent sur Saint-Bresse, Bayard, Castries. Là, souvent resté. Et moi, je suis atterrie ici en 95 à Pignan. Et depuis là, je cherche à me sédentariser, quoi. En 2003, quand on a été inondé, c'est ça qui nous a fait vraiment réfléchir et nous dire qu'il fallait qu'on parte. De toute façon, on a été obligé de partir. Hein. Du coup, j'ai pris ma caravane ici et je me suis foutue à l'aire d'accueil des gens du voyage de Bionne. Les aires d'accueil, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pas des villes non plus. Quand on se retrouve en plein mois de juillet-août, d'être sur des terrains de goudron, là, il n'y a même pas d'ombre, il n'y a rien du tout. Pour nous, c'était un paradis. On s'est dit, ça y est, ils ont ouvert une place pour les voyageurs. On aura l'eau, le courant. Alors là, on n'a pas hésité, hein. On a tous été dessus. Mes beaux-parents, ma belle-sœur, avec la famille Corée.
C'était 3 ou 4 sanitaires et avec les douches et un coin à lavoir pour laver le linge à la main, hein, parce qu'ils n'avaient pas prévu des bornes d'électricité. Hein. On se traînait nos bassines, là, des caravanes jusqu'au robinet là-bas pour les rincer. À l'époque, il n'y avait qu'un robinet, il était devant. Alors après, oui, ils ont amélioré, ils ont mis des bornes sur chaque parcelle, là, sa borne avec un robinet. Et ils ont monté un talus, quoi, pour pas que l'eau de la rivière il monte. Mais autrement, ils n'ont jamais rien fait de plus. Et là, 2 ou 3 jours après, on vient nous dire que c'est pas possible, qu'on ne peut pas rester, qu'il faut qu'on sorte parce qu'ils vont fermer ce terrain. Que les gérants qui tenaient le terrain, ils allaient partir et qu'ils allaient le fermer définitif, qu'on est expulsés. Le seul terrain où on peut se tourner, c'est Bionne. Ici, on est dans l'illégalité parce qu'on veut rester, mais si on sort, on va être obligé de casser une place, se remettre dans l'illégalité. Donc il vaut mieux qu'on reste ici, que c'est un terrain fait pour les voyageurs, même s'il n'y a plus de gérant, tant pis, on se gère nous-mêmes, plutôt que d'aller casser ailleurs. Ils sont en train de se faire virer là. J'ai fait appel à ces associations qui n'ont rien fait, puis j'ai appelé les journalistes. Voilà. Après, ils sont venus nous couper l'électricité, alors ça, c'était la catastrophe. Sachant les élus qui avaient des personnes malades, que les journalistes, ils ont vu, qu'ils ont filmé, qu'ils avaient besoin d'électricité, qu'ils étaient sous assistance respiratoire, en sachant ça, quand même, ils viennent nous couper l'électricité. Ah, j'ai dit non, là c'est la totale. J'ai dit allez, tel jour et tel jour, on va faire une manifestation. Je dis on va cramer des pneus, je dis on va faire tout, je dis mais on va attirer le plus de médias possible, que ça fasse le plus de bruit possible. Voilà. Après, ils trouvaient des excuses parce que ça allait être inondable. Mais on le sait, chaque année on y est, on sait que c'est inondable, tu nous apprends rien. Là. On se doutait que les forces de l'ordre allaient arriver. Hein. Mais j'ai préparé tout ça en douce, j'ai fait mes tracts là, j'en ai fait plein de photocopies, c'est moi-même qui a été les distribuer à ma famille, et on s'est organisé à faire un barrage filtrant, tu vois, tout doucement. Et tous ceux qui n'avaient pas de véhicule, c'est moi qui ai été les chercher. On a fait passer le mot à tous les voyageurs. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais on a vu même des gens remplacés, mettons. Qu'on leur parlait, mais on ne savait pas à qui on parlait en fait. Mais c'était certains, c'était des élus qui nous soutenaient, qui disaient qu'on avait tout à fait raison, qu'ils n'avaient pas à nous faire ça. Nous ne sommes pas ceux qu'on voudrait nous faire croire. Quand il fallait qu'on sorte, après on était perdus, on ne savait plus où aller encore. Donc là, par le premier camion, on introduit un autre personnage que Marie a évoqué dans le cadre de son récit, quand elle explique qu'ils sont venus sur l'aire d'accueil de Bionne, l'aire d'accueil de Montpellier en fait, au tout début. Ils étaient avec la famille Corée. Donc c'est deux situations distinctes qu'on va suivre, mais je commence par Marie. On continue avec Marie en fait. Quand il fallait qu'on sorte, après on était perdus, on ne savait plus où aller encore. Quand il fallait... On en a eu marre et là, moi j'ai commencé à faire un scandale à la mairie. Alors on s'est mis tous d'accord et puis on allait tous les mardis à la permanence de monsieur le maire à Pignan. Et là on faisait bouger quoi, on disait que c'était plus possible de vivre comme ça. Alors ça a duré des mois et des mois et des mois. Après ils nous ont proposé un terrain vague juste derrière à Quissol, derrière la déchetterie. Pareil, en face des trucs d'engrais, là, que ça puait la mort. On n'avait pas d'eau, pas d'électricité, on avait un chemin de misère. Donc ça ne nous changeait pas de sortir d'un champ où on n'avait rien pour se remettre dans un champ. Encore pire, on avait les odeurs. Donc on n'a pas voulu y aller, on a préféré traîner jusqu'à temps qu'ils font ce terrain. Là, je suis vraiment dans la merde. Là, il me faut vraiment un travail, je rigole pas. Johanna, normalement, elle doit s'occuper de moi. Normalement, je devrais avoir un travail. Je n'ai pas eu de travail. Alors, j'écoute plus sur ça, moi. C'est fini. Sur ces là qui viennent ici nous aider, c'est pas vrai, ils nous aident pas. Ils sont à droite, à gauche, c'est pas vrai, ils nous aident pas. Alors, c'est nous qu'on se démerde. On va pas arriver loin. Le plus qu'on va souvent voir, c'est la prison. Parce que nous, on est vraiment dans la galère, nous. On n'a pas de travail. En galère pour gagner de l'argent, je vous jure, en galère. Que parmi les Français qui a, pas vous, mais il y a quelques Français,
Ils sont bien, comme ils sont mieux que nous. Ils ont du travail à plein pot. Des fois, c'est fils à papa, ils n'ont même pas besoin d'argent. C'est papa et maman qui leur donnent l'argent. Et nous, on n'a pas de papa et maman. C'est nous qu'il faut qu'on se démerde nous-mêmes. C'est ça le pire. Nous, on est nés comme ça. Alors là, ils ont des parrains. Moi, c'est pas mon problème. Oh, moi, vous savez. Moi, ils sont tous mariés, ils n'ont pas besoin de moi. Moi, j'ai besoin d'eux, oui. Je suis vraiment dans la merde. Là, il me faut vraiment un travail, je rigole pas. Là, je suis vraiment dans On me dit de clore, donc on va finir. Là, je suis vraiment voilà, dans la merde. attendez. Il faut vraiment un travail. On va finir avec Marie. Comment ça se fait que je vois rien? Ah oui, d'accord. Ce serait mieux si j'ouvrais ça. Voilà. Là, les enfants, ils sont prêts à m'aider à nettoyer ce qui ne va pas. Voilà, alors là, j'ai mis tous les encombrants qui m'encombraient. Au fond, il y a la Mégane là-bas, c'est chez moi. Alors depuis le 1er février qu'on a nettoyé, on s'y est mis à tous. Tout a été respecté. On a pris une dizaine, une quinzaine d'euros à chaque famille pour pouvoir acheter tout ce qu'il fallait pour faire propre de partout là. Donc on va acheter du gazon, de la peinture, on va tout remettre ces murs en norme parce que vous savez, de la délinquance, il y en a de partout. Quand c'est des jeunes, eh ben, on ne peut pas les retenir, hein. Ils font leurs petites conneries et nous on assume. Donc on s'est tous cotisés pour remettre ce terrain en norme et au propre et leur montrer qu'on n'a pas besoin d'un gardien ou d'un gérant pour se faire respecter et tenir propre. Donc là, on est en train de remettre tout en ordre, hein, étant donné que c'est tous des arbres morts. Ils sont tous morts, pourquoi? Parce que depuis que je suis là, ben, ça n'a pas été arrosé ça. Tout le monde met la main à la pâte. Alors on s'aide tous, hein. On essaye de se mettre à peu près tous ensemble. Voilà, là ça nettoie. Un peu de tous les côtés quoi. Je vais me servir dans la caisse à outils du terrain familial. Parce que quand lui il a tous les outils dans les mains, eh ben, il ne s'en sert pas. Donc moi je m'en sers à sa place. Maintenant, comme hier j'ai dit au CIVOM et aux services sociaux qu'ils étaient là, j'ai gentiment accueilli. Mon fils savait mêler de filmer quiconque rentrait dans le terrain familial, mais il a oublié de filmer les plus importants. Donc on les voit bien, hier ils sont venus, hier on était le 7 février 2011, ils sont venus pour nous convaincre de la fermer et que ça allait arranger la situation si on marche dans leur truc à eux, quoi. Donc moi ça m'intéresse plus leur blabla, moi je sais ce que j'ai à faire, donc ils font leur boulot et moi je fais le mien. Et voilà. On va donc s'arrêter là parce qu'on n'a pas le temps et que je vais prendre vos questions maintenant. Donc il y avait une boucle qui était prévue, je précise. L'idée c'était de revenir. On finissait avec Marie et puis on retrouvait ensuite le premier personnage, donc Joseph Cabrol, vous avez vu au tout début, qui était avec le drapeau français, là, donc à Pédarieux. Et on retrouvait son fils, qu'on avait juste entendu. On avait juste entendu le son de sa voix. Et on le retrouve en fait en 2016. Et on retourne. L'idée, c'est de faire 2 boucles. Là, vous avez fait la première boucle qui présente l'ensemble des situations, avec des problématiques différentes. Mais sur la deuxième boucle, on va voir comment ces situations évoluent dans le temps. Voilà, donc, mais on n'a pas fait cette deuxième boucle encore. Voilà. Donc, voilà. Et l'idée, c'était de permettre un échange, quand même. Ouais. C'est pas tout à fait une conférence, c'est sûr. Mais... Oui, mais j'ai trouvé ça très, très touchant, ce documentaire. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est pas vraiment ça non plus, cette étude.
Et je trouve que c'est très emblématique de la société d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de SDF, beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un lieu fixe et qui trouvent des solutions. Je les admire beaucoup, moi, ces gens-là. Voilà. Du travail est récurrente aussi, qu'elle est combinée en fait avec l'habitat mobile, quasiment tout le temps. Voilà. Donc après, sauf pour les gens du voyage, enfin bon, c'est vrai que bon, on est resté longtemps parce que voilà, j'avais choisi de faire cette boucle par la mine, hein, qui explique. En fait, il y a deux grandes catégories, on va dire, de population. Ils expliquent très bien la mine qui ne veulent pas trop se mélanger avec les gitans au début. Donc, mais après, on continuait un peu plus. Et on allait donc découvrir une autre situation qui est celle de Monsieur Corré, vous savez, le premier fourgon. Et Monsieur Corré, en fait, il avait acheté un terrain, donc c'est le demi-frère de Monsieur Cabrol que vous avez vu au tout début. Donc c'est en fait chez les voyageurs, enfin, dans les deux milieux, les gens sont très liés entre eux, se connaissent, c'est des milieux qui se fréquentent. Enfin, en tout cas, du côté voyageur, vraiment en réalisant aussi ce documentaire, parce que même en tant que médiatrice, je me rendais pas forcément bien compte, mais là, je me suis rendu compte que tous, ils se connaissent d'une manière ou d'une autre. Par exemple, Marie, elle m'a dit il y a 15 jours qu'elle était sortie, quand elle avait 16-17 ans, avec un jeune qui est décédé justement à cet âge-là, 16-17 ans, sur le premier site où on est allé, où il y a eu l'incendie d'une caravane et un jeune est mort dedans, parce qu'il n'avait pas de pompe incendie. Donc il y a des difficultés aussi techniques, on est dans des questions aussi de marginalité. La première situation, pour moi, c'est une situation d'abandon total. C'est une situation où justement M. Cabrol il a travaillé. On peut pas tout voir. Enfin, c'est vrai que M. Cabrol a travaillé. Il explique, il le dit, mais j'ai pas pu tout illustrer non plus pour cette présentation-là. Mais dans l'absolu, on voit, effectivement, il a travaillé dans le bâtiment. Il s'est déplacé à Montpellier, etc. Toujours avec sa caravane. Il a aussi habité en maison. Ça n'a pas toujours été. On voit aussi que c'est pas toujours définitif, y compris chez les gitans. On peut passer de la maison à la caravane. Et là, actuellement, par exemple, Marie, actuellement, elle n'en peut plus. Bon, vous voyez la révolte, hein, on a fini sur cette vidéo. Il y a donc Marie, c'est un personnage important de mon terrain d'enquête, hein, de ma thèse. Et elle m'a confié, aussi par le biais, finalement, de ce travail que j'ai fait, de vouloir donner à entendre cette parole. Hein, parce que sa parole, toute sa difficulté, c'est que, vous voyez, quand on est sur les photos, les deux photos, là, vous voyez, on la voit au puce et on redescend sur les photos. En fait, elle s'est enregistrée elle-même, Marie. Marie, elle a eu besoin, en fait, à un moment donné, de témoigner de quelque chose. Et elle fait des enregistrements très longs. Donc, elle fait un travail ethnographique elle-même, finalement, que je ne connaissais pas comme ça. Je n'étais pas au courant. Et elle s'enregistre parce qu'elle ne maîtrise pas l'écriture. Donc elle s'enregistre en fait pour témoigner. Et elle témoigne auprès des gadgets. Hein, mais pour dire justement, nous ne sommes pas ceux que vous croyez que nous sommes, que dit Monsieur Corré. Monsieur Corré le dit d'une autre façon, parce que c'est un pasteur, il a une autre façon de se présenter. Hein, il est dans un autre type de discours. On a différents types de manières différents formats de discours aussi. Je trouve que c'est intéressant de donner à voir aussi ces formes discursives, voilà, de voir comment, par exemple, Marie, elle est totalement, elle est complètement isolée, c'est-à-dire sur le fait de donner à voir, donner à lire, à entendre, etc., leur situation, c'est-à-dire dans sa communauté, mais elle est acharnée à vouloir le faire, c'est-à-dire qu'elle est elle compte beaucoup sur ce travail-là, en fait. Donc il y a un lien qui s'est créé à travers la médiatisation, on voit que la médiatisation, elle est importante aussi, hein, sur plusieurs situations. On le voit à la yourte et chez les voyageurs aussi un petit peu. Enfin, je vais prendre d'autres questions aussi. Moi, je voulais savoir comment vous est venue cette idée d'opter pour le web documentaire parallèlement à votre travail de thèse. Parce que j'imagine que le corpus d'entretien, vous le travaillez pas du tout de la même manière. Ça m'est venu avant. En fait, moi, comme je disais au départ, en fait, quand j'ai commencé ce travail, je n'étais pas encore inscrite en thèse. J'avais fait une pause dans mon parcours universitaire, donc j'étais médiatrice auprès des gens du voyage. Et en fait, je savais que ça allait pas pouvoir durer. Hein, donc, effectivement, ça n'a pas duré. Enfin, en 2011, je me suis dit, bon là, j'ai besoin de faire quelque chose Je savais pas que j'allais poursuivre en thèse. Hein. Ça n'a pas du tout été pensé pour être intégré dans la thèse au tout départ. Mais je voulais donner à lire, à entendre, etc. Ces différentes situations. Puis c'est aussi le fait d'avoir été impliqué aussi au sein de l'association Alem. Alors on n'a pas, au sein de la mine, on pouvait cliquer
sur différents endroits, mais enfin, il y avait un endroit où on aurait un peu plus appris en fait sur qu'est-ce que c'est que l'association ALEM, qui est aussi citée par les gens qui sont à Yourtes, qui est une association qui défend l'habitat léger et mobile, et donc en fait finalement moi j'ai pensé plusieurs façons. Je me suis dit bon bah l'idée c'est quand même de donner à lire, à entendre, mais c'est aussi que ça devienne un outil. On va pas simplement faire, enfin je dis on va pas. Je suis aussi au sein de ALEM, donc oui, je me suis dit, bon, on va pas simplement faire un documentaire, enfin, je sais pas trop ce que ça va apporter, etc. Et on fait des études aussi, sciences juridiques, etc. Je me suis dit, mais là, il faut décomplexifier, enfin, il faut essayer de comprendre un peu mieux, parce que les gens n'y comprennent rien, y compris ceux qui sont dans les situations. On entend Véro, dans la yourte, qui dit, bon, écoutez, enfin, elle dit clairement qu'elle s'est fiée à l'avocat qui lui avait, elle ne s'est pas fiée au premier avocat, qui était un avocat que je leur avais, je précise, hein, pour les que je leur avais recommandé, qui est un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, qui aurait été plus sur des questions, on va dire, de fond et de stratégie, mais il les a assez vite découragés sur, voilà, et c'est pour ça qu'il les a invités à faire toute une campagne médiatique. Enfin, c'est pas une campagne médiatique, mais à aller solliciter en fait des soutiens en fait de la société civile, donc voilà, Confédération paysanne, etc. ALEM, pour que et ce qui n'a pas été fait. Et vous voyez, quand elle parle de l'article de Midi Libre, tout de suite on voit que voilà, la force de la norme revient tout de suite au galop, hein, donc et surtout sur des situations comme celle-là, par exemple donc il y a 3 petites familles, hein, parce qu'on voyait qu'on passe des menuires, hein, avec les jeunes, etc. C'est une période de la vie, ils se marient, etc. Et certains, effectivement, veulent, enfin, ils ont, comment dire, appris un mode, enfin, ils ont appris en vivant en camion une certaine manière de vivre, hein, dans un environnement. Le plus souvent, l'idée, c'est de vivre en nature, comme le disent très bien les gens de la mine au départ. Donc, ils veulent préserver, enfin, ils veulent conserver ces valeurs. En fait, ils ont acquis un certain nombre de valeurs qu'ils veulent préserver. Et c'est très difficile parce que là, ils se retrouvent très rapidement pris dans un engrenage juridique. Donc les 3 situations, que ce soit le boulanger, la yourte et les apiculteurs, hein, qui sont 3 petites familles, on voit naître des enfants, etc. Et ils ont tous, finalement, ils sont tous un pied dans le dur maintenant, quoi. Même la yourte, hein, on ne résiste pas. Et les voyageurs, au contraire, sont assignés. C'est-à-dire que dans ce que j'aurais aimé voir après, donc c'est Monsieur Corré, qui nous dit que lui, il a quitté Bédarieux, donc il est parti s'installer, quitter Bédarieux, quitter la misère, en fait. Hein. Bon, on entend Marie qui parle de la misère, mais elle n'est pas la seule. On voit Carmen au tout début, je vous ai cliqué vite fait pour voir quelques images d'archives, on n'avait pas l'eau, etc. Donc, et en fait, Monsieur Corré, qui est pasteur évangéliste, c'est aussi une histoire d'émancipation, différente de celle de Marie, mais c'est une émancipation en disant, voilà, moi, il a fait ce qu'il a pu, il a été l'interlocuteur. C'était mon interlocuteur quand j'allais à Bédarieux au tout début, et ensuite, on voit qu'il passe le flambeau, hein, donc le vieux. Ensuite, c'était le demi-frère, donc Monsieur Corré, et ensuite son fils, que moi j'ai rencontré ensuite en 2016. Bon, enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais bon, voilà, c'est un peu... Moi, les principaux freins, c'est le fait que tous, ils achètent des terrains qui sont des terrains agricoles la plupart du temps, des terrains qui ne sont pas constructibles. Et du coup, c'est pas conforme aux règles d'urbanisme, tout simplement. J'avais prévu aussi de vous montrer, effectivement, dans la situation de Corré, qui était... J'avais prévu de vous faire entendre, en fait, ce qu'était mon travail de médiation. Parce que sur Corré, clairement, je suis intervenue pendant que j'étais encore médiatrice. Donc, j'ai parfois... utilisé. C'était un terrain d'enquête. Pour moi, déjà, j'avais prévu, aussi inconsciemment, de m'inscrire en thèse après. Bon, bref, j'avais conservé un certain nombre de données, et dont des discussions avec Madame le maire, avec l'huissier, parce que moi, en fait, on m'appelait comme médiatrice pour trouver une solution pour mettre les caravanes de Monsieur Corré qu'on était en train d'expulser sur son terrain. Et donc moi, là, ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer je vais essayer de discuter, je vais en profiter, je suis en train de faire ce documentaire, machin, paf, je vais enregistrer, je vais voir c'est quoi l'argumentaire, et on entend l'huissier, pour lui c'est inconcevable de vivre comme ça. Pour lui c'est même pas naturel en fait, c'est les mots qu'il utilise, et clairement, parce que M. Corré s'est sédentarisé, a acheté un terrain, donc il se sédentarise, pour lui c'est plus un genre du voyage.
Donc on sait plus. Là, il y a un espèce de flou qui s'installe. On sait plus trop comment les dénommer aussi tout d'un coup. Mais c'est pas. Enfin, il me dit clairement. Mais si c'était un voyageur, il serait sur les routes toute l'année. Moi, j'aurais pas. Je le trouverais pas chez lui là précisément à l'adresse que je connais. Donc voilà. Bon, ça c'est ça c'est des choses que j'ai entendues tout le temps quand j'étais médiatrice. Alors. Si c'est un terrain constructif, c'est pas garanti non plus. Justement, c'est ce que dit l'huissier, parce qu'on a une conversation là-dessus, justement, et il dit non, mais effectivement, c'est pas parce que c'est pas conforme aux règles d'urbanisme. C'est vraiment le seul argument, c'est ça. C'est-à-dire que si en fait la zone ne prévoit pas l'installation d'habitat léger, d'habitat léger, en fait, HLM, habitat léger, mobile, etc. C'est pas possible d'en installer. Donc en fait, ce que j'essaye de faire sur la situation de Monsieur Corré, c'est de proposer à la mairesse de définir une zone dans son PLU où les caravanes seraient autorisées pour trouver une solution, c'est-à-dire un échange, proposer un échange de terrain pour Monsieur Corré. Mais comme elle a fait son terrain familial, parce que finalement Corré et Marie sont c'est une petite commune, mais ils sont tous les deux sur la commune de Pignan. Et donc Madame la maire, elle a fait son terrain familial. Et donc du coup, pour elle, ça y est, elle a plus à s'occuper, de loger les gens du voyage. Donc voilà, là on voit les grandes catégories qui réapparaissent. Terrain familial, c'est une circulaire de 2003 qui définit, en fait, en gros, la possibilité pour les gens du voyage qui se sédentarisent de rester à l'année. Sous certaines conditions, c'est pas non plus, il faut qu'ils sortent de temps en temps. Donc on entend ça aussi. Monsieur Corré, à un moment donné, il sort de son terrain. Et là, Madame le maire estime que il a plus à revenir. La place de Monsieur Corré, selon Madame le maire, c'est sur l'aire d'accueil de Bionne, qui est selon elle à 5 minutes. Effectivement, elle n'est pas très loin. Donc toujours, on cherche à les mettre effectivement sur ces aires. Et le fameux goudron dont parle Marie, voilà, c'est ça, c'est qu'elle en peut plus. Elle vit sur le terrain familial maintenant, encore aujourd'hui. Mais elle a aussi acheté encore un terrain, depuis, parce que, comme elle dit, j'ai pas gardé ça dans le montage, mais elle dit voilà, on a vécu toute notre vie, on a traîné toute notre misère comme ça dans des garrigues, comme ici, sans eau, sans électricité, et au fait, finalement, on est tombé amoureux de ça. Donc, elle est prise dans une contradiction, finalement. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il y a un grand vide juridique pour effectivement cet habitat léger. Par exemple, ce couple de la yourte, je ne sais pas ce qu'il est devenu, est-ce qu'il a dû abandonner sa yourte, mais ça c'était en 2011, on est en 2016, et il n'y a pas du tout de jurisprudence qui va dans le sens d'une... Si, il y a quelques jurisprudences, non, mais il y a des jurisprudences. Mais après là, effectivement, là j'ai pas pu faire une présentation plus pointue sur les aspects d'urbanisme. Moi, mon choix, c'était vraiment de suivre le vécu des personnes, etc. là-dedans. Il y a quelques jurisprudences, mais effectivement, c'est là où ce qui est intéressant, je trouve, dans la yourte, c'est que on voit qu'ils lâchent. Il y a un côté très militant au départ, c'est ils y croient dur comme fer, ils peuvent envoyer l'armée, etc. Et en fait, ils prennent peur assez rapidement. Mais ça, il y a que en ayant des associations, et c'est donc là le but de l'association LM, c'est aussi de défendre, tous ces gens-là. Aujourd'hui, vous voulez que je vous raconte? Je sais pas si je vais vous raconter parce que oui, il y a une évolution intéressante. Ils prennent un appartement, donc ils se déclarent séparés. Elle prend un appartement parce que pour elle c'est trop dur. En fait, ça brise des couples. Faut dire aussi, c'est compliqué de mener une bataille juridique quand on est un jeune couple avec un enfant, etc. C'est compliqué. Début d'installation, ils sont tous en train de s'installer. Eux, activité maraîchère, mais le miel et le pain, c'est pareil. C'est des jeunes couples, et donc il faut lutter contre ça. Au bout d'un moment, ils lâchent, ils peuvent plus. Ça a plus de sens en fait de se battre pour. Donc finalement, la solution, c'est de toute façon après ils ont les enfants. Alors c'est aussi l'argument des enfants qui revient d'une autre façon que les voyageurs. Les voyageurs, ils vont dire tout de suite les enfants. Nous, on veut se stabiliser parce qu'on veut mettre nos enfants à l'école. C'est tout de suite l'argument qui est sorti. Mais chez les alternatifs, on va dire, ça vient d'une autre façon. Ça se fait, on va dire, plus doucement, sans revendiquer, parce que la scolarité, elle est acquise. Je dirais d'emblée pour eux, ayant été éduqués, comme dit, là on l'a pas entendu, mais Arnaud, il est issu d'un milieu un peu bourgeois, il a effectué une rupture, on va dire, dans son parcours, on va dire son parcours familial, etc. Et voilà, je suis un peu fatiguée, je sais plus ce que je dis, mais donc bref, il a, non, vraiment, je sais plus ce que je dis, je suis fatiguée.
Non, pardon, oui. Ben non, mais ils sont. Alors, oui, pardon. Donc, Véro est dans son. Non, mais ils ont un appartement et elle et lui, il est encore sur son terrain. Mais la yourte existe, mais elle va être démontée. Elle va être démontée. Voilà. Là, on n'attend plus que. Enfin, ça va. Là, ils ont eu un report pour un vice de forme. C'est 6 mois, quoi. Normalement, ils ont appris encore une fois qu'ils. Enfin, en fait, il y a des problèmes aussi de courrier tout le temps parce qu'ils sont tous domiciliés, donc ils reçoivent pas les courriers. Les huissiers ils jouent là-dessus aussi hein, parce qu'on en comprend bien. Il va pas se déplacer jusqu'au terrain parce que précisément il ne sait pas les trouver. Il va pas trouver le bout du chemin. Puis ils vont pas chercher parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne une bataille contre. Voilà. Donc effectivement, 3 semaines avant le jugement, ils sont prêts. Alors que normalement c'est 4 mois avant. Ils auraient eu le temps de préparer un peu mieux. Là, ils ont été pris de court. Et ce qui est très intéressant, qu'on voit pas là, mais que moi, je trouve intéressant, voilà, d'un point de vue sociologique, c'est qu'ils ont été récupérés par des militants alternatifs. Leur cause a été ultra médiatisée. Hein, donc ils ont été très surpris par ça. Ils en ont un peu pâti aussi parce que finalement ils savaient plus. Enfin, il y avait des gens en fait qui ne les connaissaient pas, qui avaient diffusé des appels à manifestation sur la place de la Comédie à Montpellier pour les soutenir, mais eux n'étaient pas informés. Donc c'est, vous voyez, c'est des travers, enfin des excès hein, que ce soit du point de vue médiatique, mais également sur certains aspects militants. Qui font que effectivement c'est un sujet de société. Enfin ça parle vraiment d'une problématique très très actuelle, très voilà qui est très sensible en fait. Voilà. Merci. En quoi est-ce un habitat mobile que vous nous avez décrit et expliqué? Parce que moi, je n'ai vu que des roues qui ne peuvent pas bouger. Mais parce qu'ils sont expulsables. On va dire ça très brut, mais ils ont des roues. Donc justement, le fait d'être... par exemple, la yourte, effectivement, elle est posée. Hein, c'est une construction légère. Mais c'est mobile dans le sens où c'est démontable. Et au sens de Halem, ce qui est important du point de vue de la mobilité, c'est ce qu'ils appellent la réversibilité du sol. C'est-à-dire qu'on peut rendre le terrain dans l'état dans lequel on l'a pris quand on s'y est installé. Donc c'est une idée. Et encore une fois, c'est plus un état d'esprit, voilà, de comment on vit voilà, sur cette terre. Et moi, je trouve que le parcours de Marie, il est intéressant aussi dans ce sens-là, quoi. C'est parce qu'en fait, elle sent qu'elle est très attachée à la terre. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, parce que la question de l'ancrage pour les gens du voyage, c'est encore une espèce de combat aussi. Hein, c'est pas acquis, quoi. Même si tout le monde sait bien qu'on a tous nos voyageurs autour de, voilà, dans les villes environnantes, ils sont des habitués, ils viennent tout le temps, c'est tout le temps les mêmes, etc. Mais voilà, donc. Oui, c'est effectivement, vous avez raison, c'est pas le fait qu'ils partent, parce que ça serait rentré dans le discours effectivement de la norme hein, que rencontrent les voyageurs. Ils se heurtent sans arrêt à ça. Vous êtes des voyageurs, vous devez bouger. Mais comme disent les alternatifs, si on veut construire un projet de vie, bah, il faut pouvoir se poser à un moment donné. On ne sait pas combien de temps on va y rester sur ce terrain, là, sur ce lieu, mais le temps qu'on y est, on aimerait pouvoir s'installer. Et bien souvent, c'est vrai que le fait d'être dans un habitat mobile démontable, qui est potentiellement mobile, potentiellement démontable, fait qu'on n'est pas considéré comme étant du cru. On n'est pas des autochtones. Ça peut, parce qu'il y a une grande, il y a un lieu du côté de, enfin dans le centre de la France, là, vers Limoges, où ils ont mené une grande bataille sur les yourtes. Ils ont été considérés, comme ils disent, non, on l'a pas entendu, mais ils sont considérés finalement aussi comme des Roms, quelque part, enfin voilà, comme des gens du voyage, et quand ils veulent s'installer, on leur dit, voilà, nous, vous avez rien à faire ici, donc c'est plus des représentations, vous voyez, en fait, il n'y a pas de, enfin moi je trouve que c'était plus ça, il n'y a pas d'entre-deux. Cet entre-deux, là, très difficile à construire. La bataille, il y a une bataille juridique, une bataille médiatique, une bataille sociétale. En fait, donc finalement, et Halem était une petite association qui répond au cas par cas, mais ils ont beaucoup de situations quand même, beaucoup de gens qui font appel à eux, mais la plupart, c'est des gens qui ont des projets de vie qui sont liés au lieu, pas toujours exclusivement, je dirais, dans une mobilité.
Ça dépend, oui. Si le maire... Alors après, il y a beaucoup de situations, tout dépend des élus. Hein. Enfin, après, c'est très politique, en fait. Par exemple, sur Gignac, les élus leur ont laissé... Enfin, la yourte, là, au début, ils étaient pas très... Si, non, mais s'ils ont... Non, mais honnêtement, non. Si c'est pas prévu dans le plan d'urbanisme d'installer une caravane ou une construction légère. Alors, effectivement, s'il y a une maison, on va dire, ça facilite, mais il pourrait très bien être embêté de la même manière. Sur le plan juridique, en fait, c'est pas prévu. Il faudrait que ce soit... Mais voilà, c'est un combat. Et d'ailleurs, la loi Allure a commencé à travailler un petit peu sur cet angle-là, de prévoir des zones comme ça, qui puissent être intégrées dans le plan d'urbanisme, qui soient dédiées à ces habitats légers et mobiles. Oui, ça bouge quand même, oui, bien sûr, un petit peu. Enfin, là, il y a beaucoup de... Enfin, oui, je pensais... Non, mais c'est... Enfin, moi, je vais pas faire un... Enfin, voilà, il y a plusieurs... Oui, 30 mètres carrés, 20 mètres carrés. Mais encore une fois, c'est surtout politique. C'est-à-dire que c'est surtout le choix. Il y a des... Alors, j'aurais pu montrer, hein, sur ce débat-là, j'aurais pu montrer des maires qui défendent l'habitat léger et mobile. Il y en a. Hein, il y en a quelques-uns. Et en fait, qui considèrent, souvent c'est des communes rurales, hein, il y a une désertification, et du coup, pour eux, c'est des habitants qui ont une valeur, hein, de maintien de la vie dans le village. Voilà. Donc, voilà. Dans leur portage. Effectivement, sur cette question de l'habitat indigne, etc., on y revient, mais plus dans le deuxième cycle, effectivement, avec la mine, avec Willem. Alors, je précise que Willem, alors, sur les évolutions, je trouve intéressante aussi, donc c'est un militant, effectivement, il fait partie de Halem, et lui, actuellement, il est inscrit à la fac de droit. Il a repris des études, il est à la fac de droit. Donc, vous voyez, c'est pas fini. Je pense qu'il va y avoir d'autres évolutions. Enfin, il y a une petite génération là de personnes qui se battent bien, quoi, quand même, pour défendre ce mode de vie. Forcément, puisque c'est oui, enfin alors les collectivités locales, les élus, oui, pour faire avancer, vous voulez dire? Oui, bien sûr, ouais. Il faudrait qu'il y ait une forme de lobby politique en fait, mais il y a eu déjà, il y a des tentatives, hein, mais oui, tout à fait. Les Ménuires, c'est les gens qui s'en sortent le mieux. Pas les Ménuires, la mine, pardon. Et les Ménuires, oui, vous avez raison, effectivement. Mais alors là, il y a un enjeu, clairement un enjeu économique. C'est clairement un enjeu économique. Voilà. Oui, non, mais là, c'est ça qui est intéressant aussi, effectivement, et de voir comment on sélectionne aussi, quel type, vous voyez, hein, tout ce travail de dire, voilà, qui a le droit de rentrer sur ce terrain. Mais pour moi, au tout début, moi, même avant d'y aller, c'est intéressant parce que c'est clairement comme ce que les voyageurs appellent les places désignées. C'est un point d'eau, une espèce de parking, c'est la même chose. Donc, voilà, mais néanmoins, ils ne sont pas, vous voyez, c'est des aires bien différentes. On a des espaces qui se ressemblent. Hein, encore une fois, on a le terrain familial, où là, alors, le terrain familial de Pignan, les gens sont sous-locataires. Hein, donc la collectivité aussi, elle a été volontaire. Il ne s'agit pas non plus... après, je suis pas allée voir la mairesse de Pignan. J'aurais pu aller voir... Alors, il y a plein d'histoires avec... Parce qu'en fait, moi, j'ai exercé dans l'Hérault. Hein, donc, les maires, les élus, etc., je les connaissais en tant que médiatrice. Donc, c'était un peu compliqué... notamment, enfin voilà, avec cette mairesse particulièrement. Par exemple, dans l'histoire de mon parcours, c'est-à-dire que, enfin, voilà, je pouvais, enfin, c'était compliqué parce que déjà, voilà, clairement, on interdisait les travailleurs sociaux qui étaient embauchés sur le terrain familial de prendre contact avec moi. Donc déjà, c'était. Mais bon, voilà. Alors bon, ouais. Mais bon, j'étais médiatrice, donc j'intervenais moi sur les places. Je n'intervenais pas sur les aires d'accueil. Hein, j'intervenais que sur les stationnements illégaux, parking, champs, hein, beaucoup de champs, justement, les grands passages. Oui. Non, c'était pas le Conseil général dans l'Hérault. Alors dans l'Hérault, nous n'avons pas d'association déjà premièrement qui défend les gens du voyage, donc. C'est singulier par rapport à d'autres départements et c'était plutôt les services de l'État. Le maraîcher qui exploite son terrain, là, il a beaucoup de surface, parce qu'il travaille, celui-là.
L'exploitation marche très bien par contre. Hein. Et alors, parce que en zone rurale, les gens qui exploitent la terre, ils ont des permis pour construire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est éleveur de chèvres, par exemple, dans une... Les animaux, mais pas pour le maraîchage. Mais c'est pas obligatoire. Dans le maraîchage, d'accord. Et les animaux, c'est possible. Enfin, des animaux, je veux dire, une exploitation, un élevage. Alors, pas un élevage d'escargots. Enfin, on entend de tout après dans les... alors, sur Gignac, ce qui est pour moi très intéressant, alors on l'a pas entendu, c'est dommage parce que j'ai pas retrouvé là quand j'ai fait les montages, mais en fait ils ont fait le choix de leur activité maraîchère, enfin, leur activité économique a été déduite de leur choix de vie. Ils ont d'abord choisi un terrain pour s'y installer en yourte, puis ont développé une activité maraîchère. Et donc l'activité maraîchère a été une stratégie pour eux, pour pouvoir s'installer et pouvoir vivre de ce mode de vie. Non. Désolée. Pour l'instant. Mais non, mais après, c'est défendable. Hein. Moi, je pense qu'ils n'ont pas fait le bon choix d'avocat. L'avocat qu'ils ont choisi, je voulais parler de ça tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est spécialisé, c'est un ancien de la DDE. Et en fait, il connaît très bien le droit de l'urbanisme. Mais par contre, c'est pas du tout un militant. Et lui, en fait, pareil, il a jugé quelque part que l'article, que les associations, etc., les mouvements autour, c'était pas bon quoi pour le procès. Donc là, encore une fois, c'est des stratégies un peu différentes. Et que le premier avocat, il avait misé. Alors aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Enfin, c'est pas qu'il s'en mord les doigts, mais il voit que ça a pas porté ses fruits. Et puis que l'avocat, il les a un peu lâchés. Honnêtement, là, l'avocat, il a pas vraiment été terrible. Mais ça, c'est un business, c'est pas... La question, alors par contre, la question, elle est complexe. Hein. Je veux dire, c'est, pour les élus, c'est pas. Alors premièrement, les élus prennent des responsabilités. Hein. Les élus qui acceptent, qui vont défendre, etc. ce mode de vie, ils ont des responsabilités juridiques très claires. Hein. Donc c'est pas non plus, faut pas le mettre de côté. Enfin moi, je le mets pas de côté, quoi. Par ailleurs, on sait très bien que si on va vers une légalisation aussi de ce forme d'habitat, il peut y avoir des dérives. Donc, sur un plan voilà, il y a des gens qui vivent en camping à l'année. La plupart des gens qui, on va dire, arrivent à un moment donné dans ce mode de vie, enfin voilà, en tout cas, en camping par exemple, c'est ces gens qui ont une rupture à un moment donné dans leur parcours de vie. Hein, divorce, chômage, etc. Ils s'y retrouvent comme ça et en fait, c'est la seule issue pour eux de pouvoir se loger en fait. Oui, aussi, voilà. Et là, non, mais là, c'était vraiment que pour des questions pratiques me concernant, mais bien sûr que ça concerne toute la France. Il y a des situations dans toute la France. Hein. Je peux vous dire qu'à l'EM, ils ont du boulot. Alors voilà, c'est... je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas mentionné, mais pour moi, ce travail, c'est en fait, vous voyez que c'est pas vraiment un web documentaire, c'est plutôt une série de web documentaires sur différentes situations, etc. Bon, donc ce format, cette chose, je l'ai vraiment fait aussi en pensant toujours au fondateur de l'association ALEM qui est décédé. Il est décédé en 2008. Et donc, clairement, c'est à la mémoire de Joe Sacco.
Donc j'aurais aimé vous faire entendre la voix de Joe Sacco, puisque Joe Sacco c'est quelqu'un qui brassait beaucoup, qui n'hésitait pas en fait à aller justement dans plein de réseaux. Il a vraiment permis d'ouvrir la question de l'habitat mobile, pas seulement gens du voyage, on ouvre. Là, pour moi, ça a été, ça m'a fait beaucoup de bien en fait de discuter avec cet homme, parce qu'il il avait perçu quelque chose que personne ne voulait voir en fait, quoi, cette réalité. Donc, il a permis d'ouvrir un peu, et je trouve que voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a stimulée au fait au départ, de faire ça, de faire ce format-là, à la mémoire de Joe. Voilà. Je pourrais faire plein de films, ouais. Si, d'ailleurs, moi, je suis plus film, en fait. Là, clairement, ce que vous avez vu, et franchement, je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse, parce que sans lui, je ne serais pas là en train de vous présenter ce travail. C'est Thierry Brinksma, voilà. Bravo, vraiment. Parce que c'est grâce, en fait, à ses compétences de concepteur multimédia en e-learning et intelligence collective. Voilà, donc c'est peut-être je sais pas, des nouveaux métiers, moi, je connaissais pas, mais en tout cas, vraiment, il a compris en fait, voilà ce que je voulais, ce que j'avais besoin avec toute cette matière. Alors par contre, voilà, ça a été très dur, hein. C'est beaucoup de travail parce qu'il y avait forcément énormément de matière. Mais voilà, ça, moi en tout cas, ça correspond à ce que j'imaginais, voilà, faire de toute cette matière, quoi. Voilà. Après, on peut rajouter, hein. J'ai plein de choses à rajouter, plein d'idées encore pour la suite. C'est pas fini, c'est work in progress, voilà. Et donc l'idée, effectivement, le travail de thèse, il prendra place là avec quelques situations, pas l'ensemble. Ma thèse ne porte pas sur l'ensemble de ces situations. Mais voilà. Et après, il y a aussi, parce que dans la recherche aussi aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec l'audiovisuel. On travaille, moi en tout cas, quand je fais de la recherche-action aujourd'hui, j'ai ma caméra, appareil photo, je suis... Voilà, donc à partir de toutes... Et puis les gens on est habitués à ça, aujourd'hui. On est habitués, donc on travaille avec... c'est des nouveaux outils, c'est des formes d'accès aussi à des connaissances, etc. Donc d'une autre manière. Hein. Et moi aussi, alors à la base, encore bien avant l'histoire de rencontrer Alem, etc., pour moi ça a toujours été hyper important de restituer un travail aux gens que je rencontrais, donc en l'occurrence les voyageurs, parce que les voyageurs, ça fait 20 ans presque que je travaille sur les gens du voyage, donc... Voilà, beaucoup ne savent pas lire, écrire, ils vont pas lire les mémoires, les articles, etc., etc. Mais du coup, pour moi, pour moi, l'audiovisuel, il est arrivé à un moment donné où je me suis dit non, mais c'est pas possible, je peux pas rien faire je peux pas ne rien restituer. Voilà, donc c'est don contre don. Après, c'est ma démarche. Voilà, je pense qu'effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Gaëla, d'avoir accepté de. Merci, et j'attendais ce moment, vraiment. À la fois de présenter un objet en train de se construire, mais aussi de restituer la complexité réelle de tout ce qui traite d'habitat temporaire aujourd'hui. Merci beaucoup.